là et surtout, comme vous l'avez indiqué, de porter la voix du plus grand parti du Cameroun. Du plus grand parti du Cameroun? Bien évidemment. L'ORDPC. Il n'y en a pas deux. Émile, est-ce que vous avez constaté, comme nous par exemple, que nos villes explosent pratiquement ces dernières années? Mais c'est une préoccupation majeure. La croissance démographique a atteint des proportions, je dirais même inquiétantes. Vous avez cité quelques départements qui se confondent depuis un temps avec la ville de Yaoundé, c'est-à-dire la ville de Yaoundé, c'est le département de Mfundi. Déjà. Oui. Maintenant, le département de Mfundi menace le département de la Léké. Quand vous allez du côté de Obala, Obala même est déjà presque dans Yaoundé. Vous voyez, Nkomotou, c'est des quartiers, les gens achètent des Yaoundé, achètent l'hôtel là-bas, habitent même là-bas, vont chercher les maisons là-bas et travaillent à Yaoundé. Ils sont même à Obala, pour dire qu'Obala même est déjà noyé dans Yaoundé. Vous voyez, c'est préoccupant. Quand vous allez à la Mfouya Kono, Mbankoumou, tout ça, c'est déjà Yaoundé. Mfouya Famba, n'en parlons plus. C'est déjà un quartier de Yaoundé. Et pourtant, territorialement, c'est la Mfouya Famba. Donc, cette exponentiation, en grande partie, est due à une forte migration des populations des zones rurales vers des grandes métropoles, notamment Yaoundé et Douala. Donc, le sujet que vous posez sur la table est vraiment préoccupant. Et je pense que, comme vous l'avez indiqué, on essaiera d'analyser les causes, les conséquences et peut-être voir si on peut trouver des solutions. Le fait est visible, comme le dit Émile Messi. Nous accueillons un journaliste, Mohamed Change. Bonjour, Mohamed, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques, c'est un plaisir de vous retrouver. La dernière fois on s'est vu, je crois que c'était ailleurs. Et c'est un plaisir toujours d'être en votre compagnie. C'est davantage un plaisir de servir vos millions de téléspectateurs qui, pour l'occasion de ce soir, seront également les nôtres. Vous êtes maintenant directeur de publication du groupe de presse Le Mérite. Le Mérite. Le Mérite. Oui, vous célébrez quoi? Le mérite là-bas, c'est toujours l'information, vous célébrez particulièrement les mérites? Excellente question. Je savais que pour la première fois, je viendrai de vous. C'est une première fois qu'on nous demande pourquoi le choix de l'appellation Le Mérite. Le Mérite parce que nous sommes dans un environnement où, parmi les mots dont souffre nos sociétés aujourd'hui, il y a la question de restituer le mérite. Oui. Nous avons observé, quel que ce soit le secteur d'activité que vous choisissez, Jean-Jacques, vous vous rendrez compte qu'il y a des difficultés là-bas, c'est que le mérite soit accepté comme étant une valeur. On a parfois comme le sentiment qu'on est dans une société où on prône un peu plus la médiocrité que l'excellence. C'est pourquoi lorsqu'il nous a été donné de mettre sur pied le groupe de presse de mérite, qui ne date pas d'aujourd'hui, qui est quand même de 2018, je vous l'avais caché pendant bien longtemps. C'est ce que je constate. À l'époque, j'étais directeur, j'aurais dû vous sanctionner. Parce que là, ça faisait quand même une concurrence déloyale. Voilà. Je pense que j'ai été bien malin. Je l'ai bien caché pendant longtemps. Donc, comme je disais tantôt, en 2018, lorsqu'il a été question que nous mettions sur pied le groupe de presse de mérite, nous avons réfléchi sur plusieurs noms. Vous savez, quand on a commencé la carrière comme la nôtre, un peu plus jeune, en 2009, quand on est pratiquement à 16 ans aujourd'hui, il y a forcément des choses qu'on rencontre en cours de chemin. Parmi ces choses, il y a des difficultés, il y a des frustrations, il y a des humiliations. Beaucoup de mots nous ont traversé l'esprit. La revanche, la fierté, la vengeance. Et après, on s'est retiré un tout petit peu et on s'est dit, qui sommes-nous finalement dans un environnement qui, lui, est gangréné par des mots un peu plus importants. Et parmi ces mots, justement, il y a la nécessité de restituer le mérite. C'est pourquoi nous avons estimé que notre groupe de presse qui est spécialisé sur les questions de gouvernance locale et de développement parlerait plus au Cameroun et à l'histoire s'il porterait le nom de le mérite. Puisque je parlais de parcours tout à l'heure, vous permettrez que je puisse célébrer quelqu'un qui a contribué à ce que ce parcours arrive là où il est aujourd'hui. En 2009, lorsque nous avons commencé, il y a des aînés qui nous ont tenu la main. Après, nous sommes allés faire l'école à l'université de Tchang. Et lorsque nous avons terminé avec l'école, la télévision qui vous accueillait, vous et moi à l'époque, et la télévision qui nous a ouvert les portes pour la première fois. Vous êtes de ceux qui avaient cru en nous dans l'œuf. Je me souviens encore de ces premiers papiers que j'ai envoyés à Yaoundé, pour lesquels beaucoup étaient dubitatifs. Mais à chaque fois, vous disiez, laissez-le passer, ce jeune stagiaire. Je vois en lui quelque chose que nous pouvons exploiter. Je me souviens également qu'il y a des jours où, à moi seul, j'avais 2 ou 3 reportages au journal. Et au niveau de l'édition, ça se bousculait. Tout le monde voulait comprendre. Et vous le disiez, écoutez, c'est moi le présentateur, je sais ce que j'y vois. Je tenais, vous savez, on est dans un environnement, comme je disais tantôt, où on ne célèbre pas toujours le mérite. On est surtout dans un environnement où on célèbre les gens étant morts plutôt que vivants.
Moi, j'y tenais à vous célébrer pendant que vous êtes encore en vie. Je vous souhaite encore de longues années. Merci infiniment d'avoir pris à nous. Merci Mohamed d'avoir accepté notre invitation pour participer à ces échanges autour de l'exode rural et des conséquences qui sont, comme Émile Messi disait d'entrée tout à l'heure, déjà visibles au niveau des grandes villes. Nous accueillons le président national du Cameroun En Marche. C'est un parti politique. Le Cameroun En Marche, président Bakary Ngambespa, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Monsieur Zé, bonsoir chers copanélistes, bonsoir à vos millions de téléspectateurs qui nous suivent partout à travers le monde. Un bonsoir spécial à tous nos militants et sympathisants, les sémistes, et particulièrement à ceux qui ont déjà commencé à contribuer pour mener à bien notre campagne afin d'envoyer, comme le dit notre slogan, le régime quarantenaire à la retraite. Allez, dans tous les cas, on fera, mais vous ne serez malheureusement pas là demain. On fera l'émission sur cette course au fond lancée par les partis politiques. La campagne électorale demande beaucoup d'argent. Il faut pouvoir se mobiliser. La course est lancée. Plusieurs partis dans le vote ont déjà lancé ces opérations de collecte des fonds-là. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que ça porte des fruits? Est-ce qu'il y a des garanties? Est-ce qu'il y a des moyens de contrôle derrière tout cela? C'est demain à 17 h sur ce plateau. On espère qu'on refera le sujet avec vous. Vous êtes hors de Yaoundé. Vous ne résidez pas dans le Foundi. Je réside à Yaoundé premier. Yaoundé premier. Non seulement à Yaoundé premier, je réside en face du palais de l'Unité. Mais ça nourrit davantage votre rêve. Il suffit de traverser la route. Vous n'êtes pas loin du palais. C'est juste la route. Je vais traverser, Inch'Allah, cette route. Ça va être facile pour vous. Lors des prochaines élections présidentielles. Parce que non seulement nos militants vont nous voter et qui ont commencé à contribuer, même M. Messi du RDPC avec les autres militants du RDPC sont déjà acquis à notre cause. Ce qu'ils font, ils montrent aux yeux du monde le jour, ce n'est pas ce qui se passe la nuit. Vous voulez dire qu'il y a des militants du RDPC qui jouent double jeu, le soir ils sont avec vous? Mais bien sûr, dans la journée, ils chantent Paul Biaoui. Pour nous. Ah bon? Bien sûr. On l'a conquis avec notre projet de société. Pour rien comme ça. Ça fait des années qu'on est sur les plateaux de télévision. On a réussi à le convaincre avec notre projet de société. On attend toujours la campagne. Donc, par rapport au sujet, oui, l'extension de nos villes. L'extension de nos villes. Vous observez le phénomène? Tout à fait, tout à fait. Lorsqu'on rentre, si on peut le dire, mettons l'expression 10 ans en arrière, juste là au niveau de cause, ce n'était pas occupé, il n'y avait pas une certaine densité de population comme maintenant. Cet exode, à la fois, c'est un avantage, ça a des inconvénients également. Pourquoi nous nous retrouvons avec cet exode, plus particulièrement, on note, dès que vous vous mettez là dehors, sur 10 personnes, vous allez constater que 6 à 7 sont originaires du Grand Nord. Ils sont déportés massivement. Et sur les 3 autres, peut-être 2 sont originaires des régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest. Il n'y a que 1 sur 10, dont les 10% qui constituent les autochtones. Comme la Constitution permet de dire qu'il y a les autochtones, il y a les allogènes. Oui. Au départ, ce n'était pas le cas. C'était l'exode plutôt urbain. Lorsque ceux qui travaillaient atteignaient l'âge de la retraite, ils rentraient au village pour mener des activités agro-pastorales. Maintenant, c'est l'inverse. Pourquoi? Parce que la politique, vous savez, le développement socio-économique d'un pays est dicté par le régime. La politique publique du régime. Oui. Le cap vers lequel le régime veut mener ses compatriotes. Avant, ce pays a été construit, à la limite développé par les activités agro-pastorales. Je ne suis pas du régime du premier président. Je n'ai connu que le second président de la République. Mais les études nous ont fait savoir que c'est grâce aux activités agro-pastorales
qu'on a développé ce pays. Ce n'était pas nos ressources du pétrole qui a commencé à couler à partir de 1973, sauf erreur de ma part. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Que le paradigme soit renversé. On se retrouve, au lieu d'aller au village, c'est le village qui se retrouve en ville. Il y a d'abord la politique publique du gouvernement en matière d'insertion socio-professionnelle qui a un peu échoué. Le gouvernement n'accorde pas, n'a pas mis tellement de mesures incitatives en place à l'endroit de ceux qui occupent les zones rurales. Messieurs Zé, nous savons tous qu'on ne peut pas mener des activités agro-pastorales sur du macadam, c'est-à-dire les routes bitumées. Oui. Si que ce soit le cacao qu'on veut cultiver, que ce soit le riz, que ce soit le mil qu'on appelle sorgho également, il faut que ça soit fait dans la zone rurale. Et si le régime n'accompagne pas les principaux acteurs, qui sont nos frères qui habitent de l'autre côté, qu'on appelle, c'est pas péjoratif, hein, villageois. On ne les accompagne pas. Mais ils vont se déporter là où ils pourront avoir les moyens de subside. Et ils se retrouvent par conséquent en ville. Et quand ils se retrouvent en ville, c'est l'État qui perd. L'État perd, pourquoi? Parce que les activités agro-pastorales qui autrefois nous ramenaient des devises ne peuvent plus nous ramener, ne peuvent plus nous rapporter des devises comme il se doit, d'une part. Et d'autre part, en termes de sécurité, l'État ne peut plus assurer la sécurité de tout ce monde. Avec toute cette explosion démographique non contrôlée, il y a des questions de sécurité. Permettez qu'on accueille très rapidement Kamole Fenkam, c'est comme ça que ça se lit. Kamole Fenkam, vous êtes cadre du PCRN, Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à tous mes panélistes, bonsoir à tous vos fidèles spectateurs. C'est toujours une fierté pour nous de venir à cette émission parce que ça nous permet d'implémenter les idées sur des questions de développement et d'amélioration de la vie des peuples. Alors, quelqu'un me demandait pourquoi amener une question d'exode rural sur un plateau télé. Est-ce qu'il faut négliger le phénomène qu'on observe aujourd'hui? C'est une question tellement contractuelle que ne pas la mener sur un plateau serait une erreur. Parce qu'en fait, il faut comprendre que l'exode rural, c'est quoi? C'est d'un point du pays à un autre ou du pays à l'extérieur. C'est vrai qu'on va parler de l'immigration, mais tout ça, c'est du pareil au même. Parce que quand on est parti de son village natal pour la ville, on n'a rien trouvé, on cherche donc à se sacrifier pour aller à l'extérieur. En fait, on cherche ce qui existe chez soi, mais qu'on n'a pas pu découvrir. Ou alors que le système gouvernant nous a pratiquement interdit à le découvrir à travers le système éducatif, à travers son système de développement, à travers toutes choses, tous les blocages qui sont mis actuellement sur le chemin de tout jeune qui voudrait se déployer. Allez, le phénomène, ce qu'on observe aujourd'hui, les villes explosent au jour le jour, les villes n'ont plus de limites, le Fundi a absorbé pratiquement tous les départements qui l'entourent. Est-ce que c'est un phénomène qui, à long terme, ne pourrait pas avoir d'énormes conséquences? C'est un phénomène qui a déjà des conséquences. Parce qu'en fait, oui, le Fundi est plein. Les gens vivent où? C'est un phénomène qui apporte tout un système, tout genre de problèmes. Banditisme. Encore, nous sommes encore dans le problème de traitement des ordures. Oui. Alors que le Cameroun, actuellement, le système gouvernant est encore au niveau de la collecte. On ne parle même pas encore de traitement, ce qui est malheureux. Mais il faut comprendre que cette explosion, effectivement, concentre davantage les questions liées à l'ordure également, les questions sanitaires, le choléra c'est bientôt, parce que les ordures, mais c'est cette explosion. Parce qu'il faut comprendre, dans nos villages, quel est le système, par exemple, de traitement des ordures?
pratiquement derrière chaque maison, il y a une fosse. Pratiquement dans nos cultures, moi j'ai vu ma grand-mère, mon arrière-grand-mère faire le tri des ordures. Parce que exactement le plastique ne se mettait pas dans le même trou. Parce que le trou où il y avait des déchets biodégradables nous servait de fumier après. C'est dessus qu'on mettait la banane traditionnelle ou bien le plantain, etc., etc. Donc le phénomène d'exode rural, effectivement, est un phénomène bloquant dans tous les systèmes de développement. Mais seulement, il faut pouvoir y apporter des solutions. Et le PCRN, dans le programme social de son président, le président Cabral, a bien élaboré ce qu'il faut. Je ne voudrais pas citer le dernier livre qui est une mise en œuvre de toutes ces techniques, ce que j'ai vu, la rupture, en fait, qui apporte des solutions à toutes ces questions. D'accord, je vais interroger le journaliste. L'exode rural, une réalité inquiétante? Absolument inquiétante. Et vous posez la question à la bonne personne parce que nous sommes spécialisés sur les questions de gouvernance locale et développement. C'est une autre manière de parler de la décentralisation. Maintenant, vous avez bien fait de circonscrire le débat, Jean-Jacques, sur les grandes villes comme Douala et Yaoundé. Si vous prenez le cas de Douala, que j'ai la prétention d'un peu connaître, les chiffres font état de ce que, entre 1980 et 2000, donc en 20 ans, la population de Douala a triplé. Les mêmes chiffres, notamment au niveau de la communauté urbaine de Douala, font état de ce que chaque année dans la ville de Douala, vous accueillez 100 nouvelles personnes. Maintenant, je vais partager avec vous un phénomène que nous avons suivi un peu depuis quelques années, le phénomène des mototaxis. Oui. C'est un phénomène qui arrive dans les années 1990. On dit qu'il y a la SOTUC à l'époque qui sera bloquée parce qu'on ne peut plus se mouvoir normalement. L'État se retourne vers quelque chose. La première chose sur laquelle on tombe, c'est le mototaxi. Dans la période des villes mortes, les années de Braise, où le système de transport ordinaire était bloqué. Absolument. Même le taxi jaune ne circulait pas. Il y a même eu des taxis verts qui ont été proposés. Et il faut avoir le carton rouge, le carton jaune. C'était bloqué. L'État a donc pris le meilleur raccourci, c'est de faire entrer les mototaxis. Oui. Les mototaxis commenceront donc à entrer au début. Ce qu'on explique aux gens, c'est que, non, écoutez, le système de locomotion normal étant bloqué, il faut trouver un moyen palliatif. Ce moyen palliatif était justement les mototaxis. Les mototaxis arrivent, il faut bien trouver des gens pour conduire des motos. Ces gens viennent d'où? Ils ont comment? Qui les contrôle? Il n'y a pas un moyen de contrôle qui a été mis sur pied à l'époque. Ils ont commencé à rentrer au fur et à mesure. Il me souviens qu'en 2013, dans les années 2013-2014, de regretter mémoire, Madame le maire et Madame Foni avaient tenté de faire un recensement des motos, mais en 3 semaines, elle était à plus de 300 000 mototaxis. Elle a arrêté parce qu'elle était perdue. J'espère qu'elle n'avait pas oublié qu'elle est également à l'origine de l'arrivée de ces motos. Elle fait partie des gens qui ont proposé cette solution-là pour faire rentrer les motos. Elle est absolument de cela. C'est l'effet. Elle est absolument de cela. Allons justement maintenant à ce qu'on a observé quelques années après. Ce qu'on a observé quelques années après, c'est que ce système, des conducteurs de mototaxis, dont on a ouvert le voile pour les laisser entrer de l'arrière-pays, il n'y a aucune formation, il n'y a aucun entretien, il n'y a aucune enquête de moralité. Conséquence, c'est des gars qui sont essentiellement anarchiques, c'est des gars qui ne sont pas du tout contrôlables. Qui ne sont pas préparés à vivre en ville. La ville a des codes. Qui absolument ont parachuté en ville. Il y a à Douala le projet Moto Afrique qui a tenté depuis quelques années, vous savez exactement de quoi je parle, depuis quelques années de réguler le secteur des mototaxis. Sauf qu'il s'est rendu compte que sur pratiquement 5 ou 6 ans, on parle d'un peu plus de 100 000 mototaxis et eux, ils n'ont pu enregistrer que 30 000 mototaxis. Des chiffres qui sont restés contestés jusqu'ici. Donc le phénomène est réel et la communauté urbaine de Douala nous a fait comprendre il y a quelques années que dans la ville de Douala, parce que le phénomène d'exode rural entraîne beaucoup d'autres phénomènes. Parmi ces problèmes, il y a la question du lotissement. Vous savez que lorsque les gens arrivent quelque part, il faudrait bien qu'ils trouvent un endroit où est-ce qu'ils vont se caser. Le lotissement aujourd'hui est un sérieux problème dans la ville de Douala. Imaginez que la communauté urbaine vous fasse comprendre que seulement moins de 10% d'habitat respectent les normes dans la ville de Douala. Donc ça veut dire que si vous prenez 100 maisons, il y a moins de 10. Moins de 10. 90 de ces maisons-là doivent être cassées parce qu'elles ne respectent aucune norme en la matière en termes de construction. Donc, et nous avons posé la question à l'époque à un expert de questions d'urbanisation qui nous a dit le problème de cette affaire avec les eaux rurales se résume en une phrase: l'urbanisation a précédé l'urbanisme. Ça veut dire que les gens se sont réveillés un matin, ils avaient besoin de là où habiter, ils ont décidé d'aller créer des endroits où ils habitent, et l'État n'est venu que bien après pour dire, écoutez, ici on ne reste pas ici, voilà comment on est censé rester. Donc le phénomène, il est réel. Jean-Jacques, vous faites très bien de le circonscrire dans les villes comme Douala et Yaoundé. Tout à l'heure, vous parliez des dépassements.
Vous avez pris le cas seulement de la pénétrante est de la ville de Douala. Qui a déjà traversé la Dibamba. La pénétrante ouest de Douala, c'est la même image que nous vivons là-bas. Vous allez du côté d'Ibambari, du côté de Bomono, vous savez très bien que ce n'est plus Douala, mais c'est bien là-bas que Douala se recrute aujourd'hui. C'est là-bas qu'on devrait penser les politiques publiques, parce que la ville étant étouffée, il faut bien créer un moyen pour recaser les gens. Sauf qu'on a le sentiment que ceux qui sont en charge de structurer, de penser les politiques publiques n'ont pas toujours conscience de ces différentes... La ville étouffe, elle est en train d'être pratiquement une bombe de problèmes, parce qu'aux problèmes ordinaires de la ville se sont ajoutés les problèmes transportés justement par les mouvements migratoires. Pourquoi est-ce que nos villages se vident-ils? Qu'est-ce qui se passe pour que nos villages se vident à ce rythme-là? Jean-Jacques, vous êtes très direct sur la question et je crois que nous devons également percer l'abcès pour répondre à cette question. Pourquoi cet attrait de nos hommes et femmes de village pour la ville? Parce qu'il faut quand même donner les chiffres. Avant, les populations urbaines étaient estimées à 10%. Aujourd'hui, nous sommes dans les proportions de 30%. Quand vous prenez seulement les deux villes que vous avez citées, Yaoundé et Douala, qui atteint en elles seules plus de 10 millions d'habitants. Vous voyez, ça devient même plus dangereux. Donc, la question fondamentale est donc pourquoi les gens quittent leur milieu pour aller s'installer en ville? Les premières évidences, c'est pour chercher le mieux-être. Rappelez-vous, vous étiez relativement très jeune. La chanson de Talandré Marie, qui était comme un hymne. Je vais à Yaoundé. Je vais à Yaoundé pour chercher une vie meilleure. Oui. Je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale. Par la mi-fille Elondé, de Banjoun à Bafia. Je vais chercher là-bas une vie meilleure. Vous voyez qu'on s'y connaît. C'était un chant de ralliement. Oui. Les gens, parce qu'il y avait donc ce mythe à Yaoundé, la vie meilleure. En réalité, c'est un piège. Si je m'inspire des auteurs comme Jean Markella, ce sociologue, ce savant camerounais, qui a écrit un livre très fondamental, L'Afrique des villages, où il essaie de faire prendre conscience à cette Afrique des villages des enjeux que, en fait, il démontre que les villages et les villageois sont piégés par la ville. Parce que la ville ici incarne l'opulence, les jouisseurs. En fait, c'est la représentation ou alors la perpétuation de la colonisation. L'élite opulente de la ville. C'est des impressions. C'est que c'est là-bas qu'il y a l'argent, c'est là-bas que les gens vivent bien, c'est là-bas qu'il y a tout. Alors qu'en fait, c'est cette élite-là qui pille au village. Et les gens désertent dans les villages pour suivre ce bonheur-là qui est détenu par les hommes. C'est ce qu'il faut comprendre. Le mythe donc du bien. Avec ou sans formation, on va d'abord. On va se chercher. C'est d'ailleurs les mots qui sont utilisés. On va se chercher aussi comme les autres. Ça va même très loin. Ça quitte même les frontières. Cette mentalité quitte les frontières nationales pour aller vers des signes un peu plus compliqués. L'Occident, le mythe de l'Occident. La même mentalité. On pense que c'est mieux ailleurs. Et on croit qu'on peut aller chercher pour amener. Et pourtant, Jean-Marc nous fait savoir que ce piège, les populations rurales, on n'est pas encore arrivé aux solutions, sont piégées pour l'instant, pour dire qu'ils suivent comme des abeilles. Une odeur, pour ne même pas avoir la matière qui pollue l'odeur. On se retrouve donc comme ça, avec tout ce que ça comporte et tard. Parce qu'en fait, Jean-Marc, il parle encore, parlant de nos villes, il parle de la ruralisation de nos villes. Il démontre justement que les gens quittent leur village et viennent s'installer à la ville avec les aptitudes du village. Oui. Qu'en fait, nous n'avons pas de ville. Nous n'avons pas une éducation citoyenne. Parce qu'il y a une éducation de ville. Qu'on le veuille ou pas.
Et en plus, ce que nous appelons même également nos villes, en fait, c'est des villages. Nous sommes ici à Ifoulane. Ifoulane, c'est un village. Qui un matin, bon, Yaoundé est devenu une capitale, et puis... Mais vous allez voir que les habitudes du village sont là. Ceux qui vont également venir de leur village à Baham, et ainsi de suite, vont également amener leurs habitudes du village. Ça devient des vastes villages, avec tous les problèmes de salubrité, tous les problèmes de ceci, tous les problèmes de promiscuité, tout cela. Oui, on va dire qu'on n'a pas pensé cette situation-là, mais c'est trop léger de le dire tout de suite, d'accuser les pouvoirs publics. Parce que, en fait, notre développement des villes n'a pas suivi quelque chose. Il n'y a pas une vision programmée. Il n'y a pas les villes naissent de façon spontanée dès le départ. Spontanée. Oui. Comme ces émeraudes-là. Bon, peut-être aujourd'hui, avec l'embellie des produits comme le cacao et tout. Oui, les pouvoirs publics ne sont pas épargnés. Puisque quand le secteur comme l'agriculture n'est pas suffisamment développé, ne donne pas suffisamment aux populations l'envie de devenir des agriculteurs, il y a un problème aussi. Quand vous allez dans nos formations scolaires et universitaires, moi j'ai fait des enquêtes pour voir la place qu'occupe l'enseignement pour l'agriculture. Vous serez franc que je vous dis que c'est moins de 2%. Des programmes destinés à que ça sort de la bouche. Je dis c'est moins de 2%. Non, il a dit qu'on pèse l'accès. C'est très compliqué. C'est un chef de village. Ça veut dire que Sa Majesté qui parle. Ça veut dire que quand Jean-Marc là pose ces problèmes et qu'ils disent que les chefs de village, comme il parle de chefs de village, doivent jouer leur rôle. Ouais. Pour essayer de fixer les populations, pour créer l'attractivité dans les villages. Créer l'activité, puisqu'il démontre que c'est dans les villages en fait qu'il y a des richesses. Et que curieusement, les gens abandonnent pour suivre le remplaçant du colon. D'accord. Qui est devenu bureaucrate, qui est devenu et tout ce qu'on connaît, alors que c'est le village qu'il faut transformer pour avoir la richesse. La richesse. Merci, Émile Messi. La cité Ongola et Wondo du Nkunkuma, Émile, n'a pas été pensée en termes d'urbanisation du fait de l'incivisme, criard des gouvernants et gouvernés à ne pas mettre en action la décentralisation pour nous faire vivre des remous de forte amplitude de l'exode rural découlant du fait d'un désordre sociologique, économique et infrastructurel où les pouvoirs publics ont fabriqué des débrouillards dans différents domaines de jour comme de nuit. Aller du côté des Mombo, deuxième, la nuit pour une jouissance, avec pour Cerise les agressions, une horde de débrouillards a transformé Ongola en un gros village. Ma soeur Thomas qui envoie ce message. Ce que ma soeur doit aussi dire, savoir. Oui, très rapidement parce qu'on va passer la parole à quelqu'un d'autre. Ongola et Wondla, c'est même d'abord un village. Au commencement, c'est un village. Parce que dire que la ville n'a pas été pensée, c'est pour ça que je vous ai dit que la ruralisation de nos villes. En fait, c'est des villages qui essaient de se transformer en ville, avec tous les terres que cela connaît. Donc la transformation n'est pas réelle, n'est pas facile. Il n'y a pas une facilité. Maintenant, la ville est pensée, si on dit qu'en dehors d'Ongolé Wondou, qui a été surpris comme ça, mais allons chercher un espace quelque part là-bas dans les bourses de Bafia, créons et pensons donc ce que le Nigeria c'est ce que les autres font avec Abuja, ce que le Sénégal c'est ça qu'on appelle donc penser une ville et la créer. Voilà, la créer. La Côte d'Ivoire l'a fait aussi. Douala avait ce projet de Sawa Beach. C'est ça qu'on appelle penser la ville. Pas vu le jour. Je vous ai dit que nous sommes ici à Yaoundé. Alors, mais la question de base reste encore posée, Monsieur le Président. Oui. Pourquoi, de façon schématique, nos villages se vident-ils? Monsieur Zé, je souhaiterais a priori préciser une chose. Nos compatriotes qui quittent les villages pour venir s'implanter en ville, ce n'est pas par le mirage de la ville. C'est un problème. Vous n'allez pas négliger également ça. Hein? Non. Il y a le mirage, la ville fait rêver. Je vais à Yaoundé, ça fait rêver. Bon, ça faisait rêver ce chanteur quand on était petit. Mais en principe, ce n'est pas ça la véritable préoccupation de ceux qui se déplacent. C'est un problème de survie. Et n'oublions pas, d'autre part, que tout compatriote
a le droit de s'installer n'importe où. C'est son droit. On est d'accord là-dessus. Oui, on est d'accord. Oui. Pourquoi, Majesté, mon futur électeur, si vous me permettez, prenons le cas de certaines localités. Vous allez constater que depuis 2013, il y a cet afflux a un peu cru. Depuis 2013. Pourquoi? Parce que... C'est quoi le repère? Le repère, c'est d'abord l'avènement de Boko Haram. À partir de 2016, il y a la crise dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. Certains diront que ce sont des déplacés internes. Oui, il y a eu des déplacés. Quand on parle de déplacés internes, c'est une vague, un groupe qui se déplace au même moment généralement et on les retrouve quelque part. Mais ceux qui sont restés, au fur et à mesure, ils se retrouvent coincés. Ils ne peuvent pas. Je prends un arrondissement, je vais prendre 2 arrondissements dans 2 régions bien distinctes. Une région francophone et une région d'expression anglaise. La région où on parle français, l'extrême nord. L'arrondissement de Ouaza. La bonne charité voudrait qu'on commence par soi-même. Ah, c'est le chez vous là-bas? Évidemment. La nature a voulu que je sois de là-bas, mais je suis camerounais. Imaginez-vous que depuis 2013, lorsque il y a eu l'enlèvement des Chinois, tous les Camerounais se rappellent. Et après ça, on a interdit le tourisme. Nous tous, nous savons que les gens qui étaient de partout à travers le monde pour venir découvrir le parc national de Ouaza. C'était l'élément central qui drainait, les populations, la population locale et l'économie. Oui, puisque le Nigeria est juste là à côté et ça permettait de tourner l'économie sur place. Ils n'ont pas la culture du déplacement. Vous allez trouver quelqu'un qui naît là-bas, jusqu'à peut-être 3 générations, ses grands-parents et ses enfants lui-même, une autre génération, ils n'ont jamais mis pied à 120 km qui se trouvent juste à Maroua. 120 km, ils sont sur place, ils se sentent à l'aise. Quand l'insécurité s'installe, les autres ont fui massivement au même moment. La sécurité est revenue. Et une fois de plus, je félicite nos forces de défense et de sécurité. Mais l'économie ne suit pas. Il n'y a pas une autre source d'activité, puisque le tourisme jusqu'à présent n'existe plus. Mais on est quand même d'accord que ça c'est un cas particulier. Je vais prendre un autre exemple. Cas particulier. Oui. Si les gens sont obligés de se déplacer là-bas, c'est à cause de l'insécurité et des mesures qui ont été prises. Ce n'est pas quand ils viennent, c'est pour ça que je disais. Qui se verse tout ça à Yaoundé ou de Somalomo qui vient tout ça à Yaoundé. Et parlant même d'Abomban, quelle activité économique qu'on retrouve là-bas? Là, on est d'accord. Oui. Qu'il n'y a pas d'activité. Il n'y a pas. L'État, oui. L'État n'a pas maintenu ses plans quinquennaux pour pouvoir faire en sorte que l'agriculture soit le repère de notre développement. Comme ça se passe sous d'autres cieux. Il est bien vrai qu'il y a d'autres domaines d'activité qui puissent permettre à un pays de se développer. Mais nous avons commencé avec l'agriculture, mais nous avons laissé l'agriculture. C'est pareil dans le nord-ouest, la région du nord-ouest. Une localité comme Kombo, Mbui Division, il n'y a plus rien comme activité économique. Et ce sont ces compatriotes que nous retrouvons dans les chantiers ici. On les appelle déplacés, mais c'est toujours l'exode. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Donc, ce que vous dites, c'est que nos villages sont restés vide. Comme nos villages, il n'y a rien qui a été fait pour les maintenir. Le régime pour créer l'activité, pour créer une certaine attractivité dans ces villages. Et même les infrastructures de base. Prenons le cas des écoles, les hôpitaux, par exemple. Je ne parle même pas des routes, parce que nous, au SEM, nous avons proposé le bitumage de 58 départements et l'autoroute reliant les 10 régions. Les infrastructures de base, tout un arrondissement, il n'y a même pas la propharmacie. Si vous avez un peu, comme on dit au quartier, M. Zé,
votre femme, votre épouse est enceinte. Vous êtes obligé d'aller là où il y a les infrastructures pour qu'elle puisse, l'accouchement puisse aller à terme, puisqu'on ne peut pas faire, s'il y a complication, on ne peut pas faire la césarienne dans certaines localités. C'est la majorité des localités dans ce pays. Les écoles, pareil. Un enfant réussit l'entrée en 6e. Il reste sur place dans plusieurs départements du septentrion. S'il reste sur place, là où il est né dans son village, il ne peut pas aller jusqu'en 4e. Il est obligé de se déplacer, venir par exemple à Maroua, qui est le chef-lieu de la région de l'Extrême Nord, ou bien venir à Garoua, parce que les zones rurales, il ne faut pas seulement voir le cas de Yaoundé et Douala. Et même, si on maintient, si notre visée est sur le cas de Yaoundé et Douala, c'est parce que plus, maintenant, monsieur, le journaliste a fait part des mototaximens. Ils ne sont pas tous, généralement, ce sont des gars qui sont quand même diplômés. Ils ont au moins le baccalauréat. Et il n'y a plus rien. Une ville comme Maroua ou Garoua, Garoua même a les brasseries. Alors, comme entreprise. Vous avez dit l'essentiel, il n'y a pas d'activité. Il n'y a pas d'activité, il n'y a pas des infrastructures de base. Alors, il n'y a rien. Ce n'est pas parce qu'on ne s'est pas rapidement débarrassé des considérations coloniales qui faisaient miroiter la ville. Et même dans la ville, il y a des quartiers qui sont hissés à un autre niveau. Si vous êtes à Yaoundé à l'époque, c'est le centre administratif qui était le point d'attractivité. Est-ce que ce n'est pas ces mentalités coloniales qui sont restées, qui amènent les gens à garder toujours le mythe de l'embellie, de la vie meilleure à la ville, et qui partent même parfois sans raison, juste parce qu'ils ont cela dans leur tête, qu'on va en ville, c'est le symbole de la réussite? Monsieur Zé, sincèrement, je préfère être direct avant de faire des démonstrations. Oui. C'est une preuve tangible d'un système gouvernant foireux. Ça les a dépassés. C'est clair. Quand je suis arrivé un peu en retard et mon copaliste parlait de quelque chose. Et déjà, vous avez cité Talon André Marie. Oui. Mais sachez qu'en fait, il dénonçait. Parce que plus tard, il est Banjoun. Je suis Banjoun. Oui. Il dénonçait parce que après, plus tard, il chante et dit chaque fois, mais là c'est en Banjoun, chaque fois que je vais au village, mon intelligence, ma sagesse me dit j'ai abandonné le village. Que le village est devenu rien. Et vous allez voir, la période où il chante et la période où il le dit, vous comprenez qu'en fait, nous sommes dans le système 42 ou bien, je ne sais pas moi, ça va arriver, je ne sais pas combien. Le régime quarantenaire. Mais ce qui est sûr, c'est que cette année, c'est arrêté. Néanmoins, Inch'Allah. On a parlé, mon copaliste parlait de Midevive, de Mido, la Fonadère, etc. C'est allé où? Jean-Jacques. Je dis moi-même, j'ai fait avec un ami 15 hectares de manioc ici à Mengan, derrière Sodekao. Il n'y a pas moyen de vendre. Parce que même la Sodekao n'arrive pas à ranger la route. Pourtant, la Sodekao le faisait par le passé. L'entretien des pistes agricoles, la Sodekao, l'ONCPB, les API de l'Est et toutes ces coopératives. Alors, c'était le passé. Le faisaient, oui. Ce gars de Mengan, qu'est-ce qu'on est en train de lui communiquer? Qu'est-ce que le gouvernement actuel lui communique? Que mon cher, qu'est-ce que tu fous là? Quitte-la. Viens en ville, être esclave pour que je t'impose ce que je peux t'imposer et que tu sois un suiveur. Le système est fait sur la destruction des intelligences. Je prends un autre élément, très simple. Jean-Jacques. Nous avons des enfants du lycée technique. Nous avons des enfants de l'école primaire qui ont fait lever un drone. Que sont-ils devenus? Point d'interrogation. Nous en avons vu. Ils ont de leur poche dépensé pour venir payer un stand à Yaoundé et exposer leur voiture. Que sont-ils devenus? M'arrêtant là, je vais parler du côté santé. Allez à Bafoussam, je vais parler de cette région que je connais la mieux.
L'hôpital régional de Bafoussam a quoi comme spécialité? Rien. Bafoussam Centre. Bafoussam, hôpital régional de Bafoussam. Il y a encore quelque temps, il fallait rencontrer un psy pour un cas. Nous sommes même venus à Yaoundé demander, on nous a indiqué Bafoussam, la personne n'y était plus. Est-ce que vous comprenez? Je donne seulement 7 éléments. Pour un enfant qui a été obligé de passer dans ces situations par des chemins tortueux qu'il fallait redresser, il n'y en avait pas. Je veux parler dans des cas aussi simples. Maintenant, si je touche... Pour résumer tout cela, qu'on avance. Pour résumer tout cela, oui. Le développement, la croissance démographique a surpris le gouvernement RDPC, qui est là toujours pour voir comment réparer, alors que n'arrive pas à prévoir, même pas capable de préserver les acquis. Nous avons parlé de MIDO, Mission de développement d'Ombessa, qui arrangeait également les pistes agricoles. Nous avons certaines routes. Je vous cite, quand vous allez à Soa, Fougerolles, pour arriver à Olembe, mais c'est une piste cacaoyère. C'est une piste cacaoyère qui est devenue la route. Yaoundé Mbalmaou, c'était quoi? C'était la piste cacaoyère, je regrette, qui est devenue une route nationale. Pourquoi est-ce que le gouvernement actuel, pendant 42 ans, n'a pas été capable au moins de préserver les acquis? C'est une preuve tangible de l'incapacité, et notre prière, c'est vraiment dire, nous choisissons ne même pas être candidat en octobre. Parce qu'en fait, il n'y a personne qu'on peut présenter. Quand on présente encore partout, même les cimetières envoient des motions de soutien pour un patriarche qui peut nous servir, fort de sa sagesse, de tout ce qu'il a comme expérience. On va arriver aux solutions tout à l'heure, parce que ce qui intéresse les Camerounais, ce n'est pas de dire qu'eux, ils ont échoué, mais de leur dire que vous avez des solutions pour qu'on règle cette affaire. Mohamed Change, vous n'avez pas encore répondu de façon radicale à la question. Pourquoi est-ce que nos villages se vident à ce rythme-là? Échec de la décentralisation, Jean-Jacques. Méconnaissance totale du pays. Nous avons affaire à ceux qui doivent définir les politiques publiques qui ne connaissent pas suffisamment le pays. Nous qui nous intéressons aux questions de décentralisation et de gouvernance locale, quand nous descendons sur le terrain, nous nous rendons compte qu'il y a des richesses dans toutes les localités du Cameroun. On n'a pas besoin de venir à Douala ou à Yaoundé pour développer le Cameroun. Il suffit d'appliquer par exemple les 15% des questions de décentralisation qui avaient été définies en 2019. Et puis le tout est joué. Et on n'a que 374 collectivités territoriales décentralisées, 360 arrondissements et 14 à titre exceptionnel. On leur donne suffisamment de moyens et puis on aura la solution. Les villages se vident parce que nous avons des gens qui ne connaissent pas le pays, nous n'avons aucune politique publique qui est mise sur pied pour permettre aux zones rurales de pouvoir se développer et créer une certaine attractivité. Tout ce qu'on a cru faire dans les années 1996, c'était de changer commune rurale en commune. Parce qu'au Cameroun, il n'y a plus de commune rurale, c'est ce qu'on vous dira. Il n'y a plus de commune rurale. Le seul investissement, c'est l'hôtel de ville. Et ça, vous faites très bien de relever cela, Jean-Jacques. Vous faites très bien de relever cela. On a comme l'impression que personne ne connaît des priorités. On a mis sur pied un ministère en charge des questions de développement, de décentralisation et de développement local. On a comme le sentiment que tout ce qu'il a à faire, c'est d'aller inaugurer les hôtels de ville. Il est le principal gendarme de la décentralisation au niveau des réunions ministérielles, mais on ne l'a jamais vu prendre la parole pour dénoncer le fait qu'aujourd'hui, pour ce qui est de la répartition de la décentralisation, on n'a jamais atteint même les 5%. Allez-y, vous intéressez à autre chose. Les chiffres au niveau de la répartition des priorités du gouvernement. Le gouvernement nous a jamais dit quelles sont ses priorités, on est obligé de s'en tenir aux chiffres. Si vous prenez les 10 premiers, vous ne verrez aucun ministère qui est en charge des questions, je ne dirais pas de gestion des villages, mais d'attractivité des villes. Vous ne verrez aucun ministère. Si vous prenez les 3 premiers ministères, il y a un qui a 900 milliards pratiquement, il y a un second qui a 600 milliards, il y en a un autre qui a 500 milliards et poussière. D'abord, c'est les ministères de qui on se plaint le plus. Parce que le premier ministère parmi eux, c'est le ministère des Travaux publics. Tout le monde se plaint de lui, y compris le rôle qu'il est censé faire au niveau de l'amélioration des bassins agricoles. Il ne le fait pas du tout. Si vous prenez le 3e parmi ces ministères, qui est celui qui est en charge de... En tout cas, ça me reviendra bien après. Si on prend par exemple celui de la question de l'enseignement secondaire, il n'y a pas longtemps, on a écouté le maire de Ngoumou qui demandait simplement à ce que, pour ce ministère qui a 500 ou 600 milliards, qu'on prenne seulement 300 milliards
qu'on repartisse au niveau des 10 régions et que les conseils régionaux puissent avoir minimalement 30 milliards, on n'aura plus des écoles qui sont inhumaines. On ne les aura plus. Donc le problème, c'est que les gens ne connaissent pas le pays. Le problème, c'est que même ceux qui étaient constitués comme des éléments de base de l'époque ont été tous spoliés. Moi, j'ai la chance d'avoir fait l'université de Thion. À côté de nous, il y avait Sancho. Quand je suis arrivé, parfois quand j'appréciais le riz au marché, je trouvais qu'il était cher ou moins cher. On me disait, écoutez, faites-toi à Sancho. Un jour, j'y suis allé comme journaliste étudiant. J'ai découvert que tout ce qui constituait la base agricole de Sancho avait totalement disparu. C'est devenu des champs, c'est devenu un triste souvenir. Allez-y vous intéresser au riz de Ndop, qu'est-ce qu'il devient? Exactement. Je viens du département du Noun. Qu'est-ce qu'est devenu la SCAN, Jean-Jacques? La SCAN qui était censée... Pourtant, ces sociétés, comme la plaine de Sancho, on voit bien ce qui est resté comme investissement. Cette société développait, amenait le développement à Sancho et les gens ne se déplaçaient pas. Vous pouvez citer la Sofibel à Belabo, qui est partie, la Sfid à Dimako, qui fixait quand même des populations là-bas avec une activité, une rentabilité et dans tous les cas, des raisons de pouvoir rester sur place. Il y a quelques mois, j'étais à Bagno. Je suis allé pour enterrer le père d'un ami. J'en ai profité pour faire le travail de journaliste. D'abord, j'ai découvert que la route était dans des conditions inhumaines. On fait pratiquement 2 jours pour partir de Fumban pour Bagno, alors que vous êtes à moins de 200 km. Mais il y a plus intéressant que ça. On vous dit par exemple là-bas que ce qui se produit, ce sont les oranges, ce sont certains produits. Mais sauf que là-bas, les moyens qui sont dotés au niveau des collectivités là-bas ne sont pas des moyens qui sont susceptibles de pouvoir permettre à la municipalité locale, qui elle a déjà conscience de ces réalités-là, de pouvoir investir, créer la richesse locale. Il y a un ministère au Cameroun qu'on appelle le ministère des petites et moyennes entreprises. Vraiment, laissons les zones rurales. Venez dans les villes de Douala. J'ai échangé avec la déléguée départementale du MINMESA. Elle vous dit qu'elle n'a même pas de moyens. Elle, qui est dans la région du littoral, qui est dans la ville de Douala, à sa disposition au niveau départemental. C'est sa délégation qui n'a pas de moyens ou bien elle-même? Elle dit au niveau de la délégation. Il n'y a pas de moyens qui est alloué à la délégation pour pouvoir appuyer les petits entrepreneurs dans ce sens. Combien de fois le cas de ces jeunes artisans qui sont dans nos villages, combien de fois de ceux qui se recrutent dans nos différentes communes? Pour le développement artisanal, il est prévu dans chaque commune au moins un bureau. Absolument. Au moins un bureau de développement artisanal avec un financement. On l'a découvert dernièrement. Un maire a bien voulu s'exprimer là-dessus pour dire qu'il y a quand même un peu d'argent pour accompagner les artisans. Mais dans quelle commune il y a des activités qui accompagnent les artisans locaux pour qu'ils puissent fabriquer leurs masques, leurs tam-tam, tambours et tout ça et vivre de ces retombées-là? Alors, monsieur Jean-Jacques Zé et à vos invités, bonsoir. Le problème de l'exode rural est connu. C'est l'absence des opportunités dans les villages. C'est aussi l'absence des pôles industriels dans les régions et les communes. Il faut industrialiser les territoires, les régions et les communes. Claude Ebodé, depuis Douala, qui dit qu'il faut industrialiser les territoires, les communes. Jean-Jacques, belle émission, beau panel aussi. Pour le thème, il y avait un problème. Le cacao et le café avaient perdu leur valeur. Maintenant que ça commence à aller, ça va aller. Même comme les jeunes partent au village travailler pour venir en ville, acheter les motos pour devenir des mototaximens. Mais je crois que bientôt, il va avoir l'exode urbain. C'est Adjomon depuis Niété qui pense que peut-être qu'il y aura le mouvement de retour. Ce militant du PCRN est un homme qui dit trop de contre-vérités. Au début, il a dit que la grand-mère faisait le triage des ordures à Banjoun. Ouais, mon frère, tu es obligé de faire ça. Il n'y a pas de spécialiste à Bafoussam et qui est... en tout cas, on a retenu l'essentiel. Le représentant du PCRN ne doit pas faire dans la propagande. L'exode rural est un phénomène social très ancien. Ce n'est pas une preuve de l'échec du régime de Yaoundé. La question centrale est comment l'atténuer. Voilà, qu'il ne faut pas faire dans la propagande. Je ne sais pas pourquoi il n'y voit que du mal. C'est inexact ce que dit le journaliste Mohamed. Il existe bel et bien des communes rurales. Il existe 3 types de communes. Les mairies de ville, autrefois appelées communautés urbaines, les communes urbaines d'arrondissement et les communes rurales qui s'appellent simplement des communes aujourd'hui. Bonsoir JZ. N'oublie pas qu'à un discours du chef de l'État à la jeunesse, il avait félicité les mototaximens comme si c'était un emploi. Je disais, les jeunes quittent les villages à cause de notre gouvernance. Les ministres et autres du RDPC arrachent les terres des pauvres villageois en complicité avec les sous-préfets. Imaginez, le ministre de l'Agriculture, au lieu d'aller dans les villages, encourager les jeunes à les appuyer là-bas, donne plutôt les projets à leurs propres enfants. Celui qui a créé ce chaos dans notre pays ne peut plus arranger. Soyons sérieux, le RDPC
est, est conscient. Pour la poste centrale, vraiment, à 42 ans, on a le même problème. Ce matin, j'ai parlé de ce problème au niveau de la circulation à la poste centrale. Les travaux sont en cours actuellement. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Et au panel, l'exode rural accru s'explique par l'échec visible de la mise en œuvre effective des collectivités territoriales décentralisées par le régime de Yaoundé, puisque sa mise en œuvre de cette politique de décentralisation règle de manière systématique le problème de l'exode rural. Ceci à travers le financement des projets, attractions et destinations telles que l'agriculture, les industries, l'agroalimentaire et le développement de l'habitat, le tourisme et la déconcentration des services de l'État après les administrés, etc. Donc en conclusion, Émile Messi et son champion ont échoué. Nous avons suivi le projet de société de l'honorable Cabral Libi, du professeur Baïbek également. Le professeur Baïbek a dit que lui va construire les CDC dans chaque région pour fixer les populations et que pour construire le modèle de CDC, il faut 10 milliards de francs CFA. Ouais, que je fais un peu la propagande pour mon ami professeur Jean Baïbek pour qu'il ne me gronde pas la prochaine fois en direct. Alors, nous attendons pour les autres, et principalement celui du président Paul Biya. Merci, c'est Mila depuis Oja, qui parle également de cet échec des politiques. Pourtant, on a vu Émile Messi, lorsque les comices agro-pastoraux se tenaient, ça charrie un certain mouvement vers la zone rurale avec des activités qui fleurissaient. Il n'y a plus de comices, on ne récompense plus les producteurs, comme cela c'était le cas avant. On a cité les coopératives qui ont pratiquement disparu ici. Pour celles que je connais le mieux, les zones d'action prioritaire intégrées de l'Est, les API, qui ont pratiquement tout fait. Les API Est, qui sont également partis. Disons que, Jean-Jacques, lorsque vous prenez votre temps pour penser une thématique qu'il faut poser sur la table, j'espère que c'est parce que vous voulez résoudre un problème. C'est pour ça que je suis un peu déçu. Je dis alors énormément déçu. Ne le soyez pas encore, l'émission n'est pas encore achevée. C'est-à-dire que mes compatriotes sur ce plateau qui n'aient pas compris l'orientation pédagogique de votre thématique. Vous voyez, c'est pas avec toutes les thématiques, les sujets qu'on fait dans le populisme politique, qu'on fait dans... Non, je suis dessus. Parfois, il faut un peu élever le niveau, comme qui dirait. Il faut savoir cerner les concepts. Les hommes politiques sont en train de tuer le débat dans notre espace aujourd'hui. Vous voyez, quand je fais un effort de donner une explication, tout au moins scientifique, mais les gens, je dis sur le premier depuis ce qui a échoué, l'homme politique vient me dire que non, les Camerounais sont obligés d'aller s'installer partout où ils veulent. L'autre dit que c'est l'échelle de la décentralisation. Mais je ne comprends plus rien. Je débat quoi de là en réalité. Pour revenir à votre question, l'exode rural, qu'on le veuille ou non, est d'abord une question de mentalité. C'est une mentalité, c'est une représentation qu'on a de la vie. Oui. Nous parlons du village pour la ville. La ville est présentée comme le symbole de la réussite. C'est pour ça que j'ai pris le temps de vous présenter le mythe de la ville pour quelqu'un qui reste au village. Il a un attrait par cette élite, peut-être parfois jouisseuse, qui a des comportements qui font croire à celui qui reste au village que si je vais aussi en ville, je serai comme lui. Est-ce que vous voyez? Ça miroite donc. Et quand moi je m'appuie sur ce chanteur dont les conséquences sont là, Yaoundé, puisque dans les années 80, il y avait ce phénomène de Yaoundé. De Yaoundé. Douala à Walambengue. On comparait Douala à Paris. Hein? À Walambengue. Oui. Il faut bien expliquer ces choses-là. C'était des mythes, c'est des représentations. Et que les gens viennent dissoudre ce débat-là. Or, votre objectif, c'est quoi? De votre débat, quand je dis vous, c'est de montrer à ceux qui quittent les villages, l'Afrique des villages, qu'il y a toutes les possibilités, toute la potentialité, et qu'ils puissent le développer, et que la force même d'un pays vient de la ville. Quand je dis un pays essentiellement agricole, quand je vous dis un pays essentiellement agricole, comme le Cameroun,
Et qu'au niveau de la formation, au niveau de l'éducation, que la formation, l'éducation en agriculture n'occupe moins de 2%. Je ne fais pas de la politique. C'est des faits. Ça veut donc dire que ceux qui sont en charge de l'éducation, de la formation, doivent prendre le pan de l'agriculture, par exemple, comme prioritaire dans la formation. La décentralisation a échoué. On peut parler de l'agriculture comme l'exploitation minière. C'est ce qui peut donc faire en sorte que les gens, quand ils prennent donc conscience que quelqu'un a dit tout à l'heure, et je suis d'accord avec lui, avec l'embellie du kilogramme du cacao, vous allez voir le phénomène inverse. Malheureusement, jusque-là, même si ceux qui étaient encore en ville, qui avaient fait des grands champs de cacao au village, vous avez observé, c'est ceux qui sont bien placés dans les administrations, qui ont un peu de moyens en ville, qui vont encore récupérer les espaces au village, faire des champs de cacao, des champs de maïs, des champs de ceci et cela. Et pourtant, celui qui est là au village, lui va encore aller en ville. C'est ça le paradoxe donc de l'exode rural. Parce que nous pensons que, étant au village, on peut transformer localement. Parce que quand on dit le développement local, ce qui voit en la décentralisation, c'est une entité publique avec une administration locale. Tout le monde ne va pas travailler à la commune. Tout le monde va travailler à la mairie. Mais la mairie il faut le dire. Mais la mairie peut créer des activités. La mairie, en tant qu'entité publique, peut créer les conditions. C'est pourquoi on parle de développement local. Ça veut dire que c'est d'abord une question de mentalité personnelle. Des initiatives collectives donc sont encouragées dans ce sens. Que, étant dans un village, on peut créer un GIC. On peut faire ceci, on peut faire cela, on peut faire cela. C'est tout cela que la décentralisation peut encadrer et favoriser un développement local. Mais en tant qu'entité publique, puisqu'il y aura des services publics, il y aura une administration, tout le monde ne va pas aller travailler à la commune. Vous allez faire comment pour qu'on n'évoque pas l'échec du régime? Parce que tout ce que vous dites est scientifique, mais pour que ça se mette en œuvre, il faut bien que ceux qui ont les manettes, qui ont la signature, qui ont les moyens, puissent développer. Je veux donc vous dire, il y a eu une réorientation de notre économie. Vous avez cité beaucoup de sociétés là qui faisaient dans ceci, cela, avec la libéralisation, où l'État effectivement mettait beaucoup de moyens pour assurer le fonctionnement de certains secteurs. Avec donc la libéralisation du marché, on a demandé à l'État de se désengager d'un certain nombre. C'est pour ça que ces sociétés ont disparu. Parce qu'il fallait donc accompagner désormais le secteur privé. Et l'État ne fait pas l'évaluation de cette politique écoutez, qui est catastrophique. Vous m'avez posé on voit tous ces bébés-là, toutes ces entreprises qui sont décédées aujourd'hui. C'est pour cela donc que j'ai dit, l'État providentiel, c'est dans un triste passé. Aujourd'hui, l'État joue le rôle du régulateur. C'est pour ça que le marché étant libéralisé, nous parlons de l'agriculture par exemple, l'État ne doit jouer que la régulation. Avec les CTD, aujourd'hui, les pouvoirs sont appelés à être transférés dans les collectivités territoriales décentralisées, qui donc en fait vont prendre en main leur développement. Parce que quand on dit développement local, ce n'est plus l'État, parce qu'on ne peut pas demander une chose et son contraire. D'accord. Vous comprenez? Donc, quand les gens se préparent donc, parce que c'est pour ça que j'ai dit un challenge, c'est là que j'ai dit qu'il y a une révolution de mentalité. Nous sommes accrochés à l'État. En même temps, on veut se détacher de cet État pour nous libérer nos moyens. Ça veut dire que si on exploite le bois dans ma commune, dans ma région, si on exploite des mines, si on exploite quelque chose qui donnait beaucoup d'argent à l'État, l'État aujourd'hui doit faire en sorte que cet argent, peut-être pas en totalité, que ça puisse servir. Vous avez une zone comme Yokadouma, qui a une vingtaine de sociétés d'exploitation forestière, mais qui payent les taxes et les impôts à Douala, par exemple. C'est ça, donc, c'est à ça qu'on nous demandons à l'État aujourd'hui, que ce transfert, non seulement de compétences, mais de ressources également aux collectivités territoriales, pour que les gens puissent se prendre en main. Mais
qu'on ne pense pas que l'État va continuer à distribuer l'argent. D'accord. C'est des gens qui doivent penser maintenant le développement. C'est des gens qui doivent penser les stratégies de développement, que de penser toujours État. On a des modèles. Non, on ne peut pas libérer, on ne peut pas dédouaner l'État, puisque vous avez... L'État va réguler toujours. C'est une politique d'État de la libéralisation qui a entraîné ce qu'on voit aujourd'hui. Malheureusement, c'est l'économie mondiale. Il y a des modèles. Il y a des modèles, M. Fenkam. La Chine, qu'on cite par exemple aujourd'hui, a mis en place une politique du village, on va le dire ainsi, vers la cité. Ils ont pensé que pour que le pays se développe de façon équilibrée, il faut d'abord développer les zones rurales. C'est aussi difficile que ça de copier ces exemples. Mais pas seulement la Chine. Je vous prends Chypre. Chypre qui est un petit État en dessous de la Grèce. De la Grèce, oui. Qui avait pour seule richesse des montagnes de cuivre. Mais Chypre, dans sa politique, a importé la terre noire de Russie et est devenu premier producteur mondial de pommes de terre. C'est pour dire à mon copanéliste, ce qui est clair, c'est que les États sont gérés par des membres qui ont été investis par les partis politiques. Et ici, je ne peux parler que de ce que nous avons comme projet, comme programme de société. Lorsque je l'ai dit, je vais permettre que je dise quelque chose à propos du tri. Oui. Mais lui, il est totalement ignorant. En Banjoun, on parle de mchia. C'est un type de vinaigre, mais à base de déchets biodégradables. Chez les bêtis, il y a le nkoutoum. Pas le nkouikabli, le toum. Qui aide même aux soins. C'est fait à base des déchets biodégradables. Ça, c'est déjà pour lui dire que sa grand-mère, son arrière-grand-mère connaissait le tri, savait trier. Et je vais vous dire, pour avoir vécu, j'ai connu 2 présidents de la République, dont 2 types d'administration. J'ai eu cette chance-là. D'accord? Ce qui était fait avant, je vois un peu comment est-ce que on imposait, nous étions à la cité, comment est-ce qu'on mettait les déchets, les ordures en route? C'était pratiquement trié. On pouvait verbaliser les domiciles. Mais par rapport à ce que vous avez dit, bon, ça c'était juste une figuration. La Chine, effectivement, comme Chypre, il y a effectivement des modèles. Au Cameroun, il y avait un système établi. Mais Jean-Jacques, comment voulez-vous, parlons de l'agriculture, qui fait partie intégrante dans notre projet, gagnant en octobre, nous allons mettre ça dès 2026 en place. C'est pour ça que nous avons commencé à travailler. Les tracteurs, la plantation, il y a une plantation de tracteurs à Ebolova. Une plantation de tracteurs? Oui, j'appelle ça plantation de tracteurs. On attend que ça produise les tracteurs. Mais je vais vous dire, ces tracteurs-là, lorsque vous négociez pour les avoir, avec quelques attelles, 3 attelles, c'est 30 millions de francs CFA. Mais aujourd'hui, nous avons des tracteurs, nous avons signé avec des partenaires extérieurs qui nous fournissent des tracteurs de 60 chevaux. Ça veut dire que la journée, ça vous laboure 5 hectares minimum, avec 10 attelles à moins de 15 millions. Et c'est pour ça que dans le processus de décentralisation, notre organisation dans le système régional, où nous allons avoir environ 30 régions, mais 360 communes, effectivement, nous allons nous investir dans ces communes. C'est les communes qui vont avoir le tracteur. C'est quelque chose que nous avons expérimenté il y a quelque temps avec un espèce de projet maïs. Vous savez que le PCN, c'est le seul parti qui a pu s'investir pour la création de plusieurs coopératives. Et c'est ce que nous mettons en marche. Ce n'est pas du blablabla. C'est ce qui est visible, touchable par du doigt. Mais seulement, s'il faudrait que l'État central continue à contrôler. Quelqu'un a parlé du cacao. Les gens vont rentrer, mais attendez, le cacao ne pousse pas à Marois. Alors, ceux de la zone forestière où le cacao pousse, ils vont rentrer au village et ceux de Marois vont venir les remplacer en ville. Non, le problème n'est pas résolu. Le problème se résout effectivement par la décentralisation aboutie. Jean-Jacques, si vous prenez très simplement, parce qu'on peut nous demander comment est-ce qu'on investit, très simplement, dès cette année, dès que nous gagnons,
en octobre. En novembre, vous allez voir comment ça va être fait. Et nous allons obtenir un minimum de 500 millions de francs CFA. Et ce qui est clair, avec les 500 millions de francs CFA, notre projet, c'est mettre dans chaque région, nouvelle région, parce qu'il y en aura environ 30, dans chaque environ 200 000 hectares de terre. 200 hectares de terre par an qu'on devait mettre, mais là, dans chaque région. Et ça va être des cultures spécialisées propres à cette région. Le palmier à huile est bien, mais ça ne pousse pas partout. Le cacao, pareil, ça ne pousse pas partout. Les arachides, ça pousse peut-être à un endroit minimalement, comme chez moi à Banjoun, mais par contre, au nord, il y a du sol fertile pour cela. Nous prenons le cas de l'Est. Jean-Jacques. Il n'y a nulle part où le macabo est meilleur. Je l'ai expérimenté. Si vous allez à Adia, parce que quand nous travaillons au PCRN, nous déplaçons. Je suis encore rentré ce matin. C'est ce matin que je suis rentré. Parce qu'il fallait aller travailler avec les populations, mener des inspections pour voir ce qu'il faut. Donc nous disons, effectivement, dans le processus, il faudrait absolument, merci à, je préfère l'appeler Majesté, oui. Le système éducatif qui a été fait, qui est un héritage de la colonisation et que le gouvernement, je ne sais pas, millénaire ou centenaire, ou je ne sais pas comment l'appeler, n'a pas pu corriger, reformer. On voudrait comprendre. Nous sommes là. Il va être totalement réformé. Jean-Jacques, en son temps, vous allez vous rendre compte que les congés sont organisés comment? Pendant qu'on appelle les gens dans certaines régions à composer, peut-être composition au premier trimestre ou second trimestre, ailleurs, c'est le début. Dans un mois et demi dans la Damawa, ce sera la période pour commencer à cultiver. Il est question de tenir compte de ces spécificités pour réinventer l'éducation. Il faut réinventer l'éducation avec son programme et les timings. Donc, ça existait par contre à l'époque. Ça permettrait en tout cas de fixer les populations, parce que l'objet recherché de ce programme, c'est de voir comment fixer les populations chez elles pour qu'elles ne se retrouvent pas en ville avec de nouveaux problèmes. Jean-Jacques Zé est un exceptionnel panel. Bonsoir. Merci à M. Messi qui vient de montrer un autre visage du RDPC, style communicationnel que devraient adopter les autres de son parti pour éviter l'échec au parti de la Flamme. La cause englobante est la pérennisation du pouvoir qui a conduit à l'abandon des politiques publiques, l'avènement du multipartisme en 90 qui n'a pas fait du bien au bastion de l'opposition, ainsi de suite, ainsi de suite. On veut chercher rapidement des solutions. D'ailleurs, vous ne vous êtes pas présenté en déclinant votre intervention. Bonsoir à vous. Sur le plateau, l'exode rural vers les grandes villes est le plus visible, masquant durablement l'exode que l'on vit des arrondissements vers les chefs-lieux des départements. Tout est concentré et centré sur certains endroits, délestant ainsi les autres endroits flanquants au Linga de Douala, qui nous parle des étages de cet exode-là, qu'il faut voir tout cela à plusieurs niveaux. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir. Parlant de l'exode rural, comment est-ce que les gens ne quitteront pas leur village pour la ville? Je prends comme exemple l'arrondissement d'Acom 2 qui avait la lumière dans les années 90, c'est-à-dire au XXe siècle. Depuis 2014, cet arrondissement est dans le noir. En 90, la route, quoique non bitumée, passait normalement, mais depuis 2016, le tronçon Kribi, Acom 2, souvent cité par le président de la République depuis le comice régulièrement, est complètement coupé. Comment est-ce que les enfants, les élèves, pour mieux apprendre, ne vont donc pas à chercher là où les conditions de vie sont meilleures? Pour parcourir 84 km, vous payez 15 000 francs CFA. C'est Mabom depuis Kumba qui nous parle de la situation du côté d'Acom 2 et demande comment faire. Ces localités qui n'ont même pas de lumière. Bonsoir le panel. Excusez-moi, relativement à votre thème, quelle frontière entre l'expansion des villes
qui est normal et l'exode rural qui paraît anormal. Joe de Nkomo, je crois que tu as suivi le début de cette émission. Henri Séverin Assembe, qui devait être avec nous, nous dit que la route est bloquée depuis une trentaine de minutes et que c'est bien compliqué pour qu'il arrive de ce côté. On aurait souhaité, lui qui est spécialiste des questions de décentralisation, qui nous retrouve sur le plateau, parce que beaucoup ont parlé de décentralisation ici. Bonsoir à vous. Et sur le panel, le monsieur du RDPC qui parle d'agriculture depuis là. Une question à savoir, ces pauvres du village vont prendre l'argent où pour faire l'agriculture, mais ce sont ces ministres qui ont encore ces grandes plantations. Mais il faut de l'argent pour faire ces champs. L'agriculture ne se fait pas sans moyens. Jean-Jacques, bonsoir. Bonsoir à vous également et à votre panel. Émile Messi et le RDPC ont vraiment l'art de dédouaner l'État de son incompétence. Comment comprendre qu'il explique les zones rurales par l'attraction des métropoles poubelles au lieu de mettre en place des conditions de vie plus attrayantes au niveau local? Ce que Émile Messi a dit est compris par tout le monde lors de Marois. Merci pour le message. Question de mentalité, quand même, on a grandi avec cette mentalité-là qui pense que la ville c'est la solution à tous nos problèmes. Et quand nous-mêmes vous arrivez au village, l'élite là, vous faites rêver les autres qui pensent que vraiment, moi aussi, on va aller chercher de ce côté-là. Alors, comment amener les investissements? Est-ce que c'est de la responsabilité locale avec les collectivités territoriales, ou il faut demander à l'État central de faire, par exemple, comme Baïbek le souhaite, aller investir des grosses structures agro-pastorales dans chaque région pour maintenir les gens là-bas? Jean-Jacques, vous savez très bien qu'on gouverne aussi avec les symboles. Et si on prend justement les symboles de l'État du Cameroun, on se rend compte que sur les 3 dernières années, notamment en 2023, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, son budget décroît de manière considérable. On est passé en 2023 de 115 milliards à 111 milliards pour ce qui est l'année pratiquement 2024. Encore qu'on ne sait pas à quel niveau intervient souvent le deuxième aspect du ministère là, le développement rural. Il faut rappeler que le ministre délégué est décédé depuis peut-être 3 ans aujourd'hui, qui n'a pas été remplacé. Personne n'en parle même. Aujourd'hui, nous en sommes à 107 milliards. Restons un milliard sur cette image, sur la symbolique de ces chiffres. En fait, cette décroissance, Jean-Jacques, montre déjà que l'État du Cameroun n'intègre pas le fait que le Cameroun, pourtant, nous l'a bien enseigné à l'école, comme la plupart des pays en Afrique au sud du Sahara, ont le développement qui est au niveau du sol. C'est plus de 80% de la richesse du Cameroun qui est au niveau du sol. Et j'ai toujours un pincement au cœur quand j'ai une pensée pour Benan Djonga, que vous connaissez très bien, qui avait accentué sa vision politique essentiellement sur la question du développement. Mais on a comme le sentiment, quand vous observez l'ordre de priorisation des budgets au Cameroun, ce ministère n'est que 15e en termes de priorisation. C'est incroyable. Lequel? L'agriculture. L'agriculture. Il n'est que 15e. Allez-y vérifier les chiffres. Il n'est même pas parmi les 5 premiers, encore moins parmi les 10 premiers. C'est pratiquement 1% du budget du Cameroun. Ça, c'est inacceptable. Il faut déjà commencer par là aussi, Jean-Jacques. Il faut commencer aussi par autonomiser la décentralisation. Il faudrait que les collectivités territoriales décentralisées aujourd'hui aient suffisamment de moyens qui soient susceptibles de leur permettre de créer de la richesse, de créer de la plus-value. Tout à l'heure, il y a quelque chose que quelqu'un a évoqué, mais sur laquelle on n'a pas suffisamment insisté. Le fait que les gens partent des villages pour se retrouver en ville est quelque chose de très défavorable pour la décentralisation. Parce que lorsque vous partez, c'est ce qu'on appelle le déclin fiscal. Tous ceux qui sont partis, qui sont des potentiels créateurs de richesse au village, ne sont plus capables de contribuer aux premières échelles de la décentralisation, dont les sources de revenus sont seulement à 2 niveaux. Premier niveau, ce sont les ressources propres, et ça, c'est la part des contributions de tout le monde qui a créé de la richesse quelque part. Deuxième niveau, c'est les CAC. Lorsque tout le monde va vers la ville, vous dépossédez dans l'État de ce que vous avez à payer les devises, monsieur le Président. Il faut beaucoup insister sur l'attractivité de nos villes. Tant que vous n'orientez pas les politiques publiques dans ce sens-là, on continuera à entretenir ce que vous avez appelé le mirage de la ville. On continuera à entretenir ce que vous avez appelé, ce que beaucoup appellent la diabolisation du village. Mais c'est aussi quoi nos rapports avec nos villages? Tout le monde vient de quelque part. Nos rapports avec nos villages ne sont pas toujours les meilleurs rapports. C'est encore dans notre conception, justement. Là, j'ai rejoint l'argument. La question des mentalités. La question de la sorcellerie. On nous dit que si tu restes au village, tu ne pourras pas aller à l'école. Il y a une grand-mère qui est sorcière, qui t'empêchera de réfléchir et de réussir. Voilà les rapports que nous avons avec nos villages. Autre chose qu'on ne dit pas aux gens, c'est que vous avez dans plusieurs familles aujourd'hui au village des parents qui meurent un peu plus tôt. Là, c'est des chiffres officiels, qui meurent tôt parce qu'il n'y a personne pour s'occuper d'eux.
puisqu'il n'y a pas de case de retraite dans nos villages. Dans notre esprit, il y a dans la conception de la ville chez nous, personne n'a intérêt à cela. On sait chez nous que quand quelqu'un est vieillard déjà, ceux qui s'occupent de lui sont ses enfants. Mais parfois, des enfants partent, ils vont en ville, ils abandonnent les vieillards qui parfois doivent être réduits à la mendicité et des conditions de vie déplorables. Cela précipite leur décès. C'est des choses sur lesquelles nous devons réfléchir aujourd'hui. Mais j'aime bien le grand frère Émile Messi du RDPC quand il évoque l'aspect selon lequel c'est un problème de mentalité, c'est un phénomène social et mondial. Je suis d'accord. Mais dans un pays qu'on appelle le Cameroun, il y a parmi les sciences humaines qui sont enseignées à l'école ce qu'on appelle la sociologie. Depuis que le RDPC est arrivé au pouvoir, à quel moment il a convoqué les grands sociologues Jean-Jacques pour leur dire, étudiez-nous de manière spécifique l'idée de l'exode rural au Cameroun. C'est quoi les principales causes? Quelles sont les conséquences? Où est-ce qu'on peut travailler pour avoir des véritables solutions? Ça n'a jamais intéressé le parti au pouvoir. Donc j'aimerais bien que Majesté Émile Messi puisse interpeller le RDPC sur la question. Je suis d'accord, c'est un phénomène social, mais il y a des médecins de la société. On les appelle les sociologues. Et le Cameroun en a les meilleurs. Toutes les 10 universités ou les 11 universités au Cameroun aujourd'hui, là-bas, vous irez, vous se recrutent des experts sur des questions de sociologie. Et la sociologie est subdivisée. Il y a même la sociologie rurale. Quand vous allez en géographie, tout cela est subdivisé. Ils sont des experts sur la question. Jamais l'État du Cameroun n'a pris cela comme un phénomène social. Si c'est un problème de société, d'accord, pourquoi on n'y associe pas les médecins de la société pour qu'ils puissent faire un véritable diagnostic froid et nous proposer des véritables solutions? Aussi, il faut avoir une lecture globale de la situation, sinon ce sera toujours un éternel recommencement. Investir dans nos communautés, on a la plupart des messages qui arrivent là, investir dans nos communautés, commencer par les besoins de base, la santé, l'éducation, l'eau, l'électricité, parce que les gens aujourd'hui, on vous a cité les cas d'Acom 2 qui n'ont pas vu la lumière depuis plusieurs années. Beaucoup d'autres localités n'ont pas de lumière depuis plusieurs années. Vous demandez à quelqu'un de rester, s'occuper des activités, il ne peut pas boire également de l'eau glacée, quand même. Une phrase sur la lumière, Jean-Jacques, si vous permettez présent, une phrase sur la lumière. Je viens fraîchement de l'Ouest Cameroun. Il y a une ville qu'on appelle Tchang, qui est la cité des savoirs. Depuis de nombreux mois, bientôt quelques années, qu'à Tchang, il est impossible de passer 24 heures sans qu'il y ait interruption de plusieurs heures d'énergie électrique. Pourtant, il n'y a pas longtemps, on nous parlait des questions de la gestion des ordures. Mais personne n'est au courant, Jean-Jacques, que les ordures ménagères sont même une source de production de l'énergie électrique. Oui. Allez-y, demandez aux experts des questions de biogaz. On ne peut pas continuer comme ça. D'accord. Okay. Les gens d'Ayos vous écoutent et ils disent que vraiment, parle aussi pour nous. C'est la même chose. C'est les clignotants. Je n'ose pas parler des zones qui n'en ont même pas, qui n'ont même jamais vu, comme Boma, comme Atok, qui n'ont jamais vu. Voilà. Monsieur, à l'entame de mes propos, je parlais des infrastructures de base qui devaient faire en sorte que la population soit fixée sur place. Oui, parce que si vous avez vendu votre cacao, le soir, quand même, vous devez regarder la télé. Voilà. Ces infrastructures existaient à l'époque. Oui. Ça existait. Mais du jour au lendemain, ça n'existe plus. Et avant de dérouler mon propos, je souhaiterais apporter une petite clarification. Monsieur Messier espère dans l'art de noyer le poisson dans l'eau. C'est le propre de tous les gens du RDPC. L'eau, c'est le poisson est dans son milieu, non dans l'eau. Voilà. Oui. Mais il cherche à le noyer. Parce qu'il crée de l'amalgame. Il a fait savoir tout à l'heure que soit ce sont les panélistes, nous les autres panélistes qui n'avons pas compris le thème, soit ce sont les téléspectateurs, peut-être parce que vous avez lu certains propos. Et lui-même, il nous éloigne du thème, parce qu'il fait de la confusion. Il parle de l'État, au lieu de parler du gouvernement. L'État, c'est une entité composée, selon le droit constitutionnel, de 3 éléments. Un territoire, une population et le gouvernement. Dans le cas d'espèce, c'est le régime quarantenaire, le gouvernement du régime quarantenaire qui est notre cible. Et pour le développement d'un pays qui est décentralisation, que nous soyons dans un État décentralisé ou pas. À l'époque, on n'était pas dans la décentralisation. Mais les communes rurales avaient plus de moyens que maintenant. Absolument. Il y avait même les caterpillars qu'on retrouvait garés un peu partout dans nos communes, dans les villages. Avec la décentralisation, ça n'existe pas. Parce que même les 15%, soi-disant, pour rétrocéder aux communes, les ministères... Attendez un peu là. On a même l'entretien routier régulier avec les subdivisions des routes. La confusion avec l'État à quel niveau? Je veux aussi savoir. Non, vous allez revenir là-dessus. Je ne devais pas parler d'État. Je ne devais parler d'État. Vous avez en quoi donc ça vous concerne? S'il vous plaît.
Au lieu de parler du gouvernement, vous parlez de l'État. Parce que quand vous parlez de l'État, vous impliquez également la population. Pourtant, la politique publique est définie par le gouvernement, monsieur Messi. S'il vous plaît, c'est toute une matière qu'on enseigne. Non, vous êtes à côté. C'est vous qui êtes à côté, vous ne maîtrisez pas cela. La politique publique, c'est toute une matière qu'on enseigne. Quand vous lisez notre constitution, s'il vous plaît, la politique de la nation vous avez parlé, est définie par le chef de l'État et qui est appliqué par le gouvernement. Je ne parle de politique de la nation. Vous avez dit que si vous insistez même là-dessus, ça ne vaut pas la peine. C'est le chef de l'État qui définit la politique de la nation et mise en œuvre par le gouvernement. En tout cas, vous avez fini, je peux continuer. Avançons sur ce qui est utile. Sur ce qui est utile. Avançons sur ce qui est utile. Vous dites que vous préférez. Si on ne partage pas les points, parler du gouvernement. D'accord. Parler du gouvernement. Moi, j'ai parlé de l'État et je reste dans l'État. Est composé de trois. Mais si même si on est d'accord là-dessus. Allons essentiellement. Déjà, vous êtes composant de l'État. Où est le problème donc? À partir de Béaba. Non, n'affichez pas votre ignorance. Parlez d'autre chose, s'il vous plaît. On se connaît assez pour ça. Allons-y. Vous refusez la responsabilité gouvernementale du régime quarantenaire. Vous refusez cela. Et je dis encore, la politique publique, que nous soyons dans un État décentralisé, comme le nôtre actuellement, ou non, tant que le gouvernement ne définit pas une bonne politique publique, nous sommes à côté de la plaque. Et nous, lorsque nous développons, et nous mettons en place une bonne politique publique, tu as fait fort. Non, l'essentiel. Allons-y. Ridicule. Parce que si vous n'avez pas atteint un certain niveau. Alors répondons à la question pour qu'on avance. Non, vraiment, laissons les niveaux d'études, ça ne nous avance pas. Laissez-nous les niveaux. Voilà. Laissons les niveaux d'études, ça ne nous avance pas. C'est le régime quarantenaire qui est la cause. Le régime quarantenaire a détruit les infrastructures de base qui existaient un peu partout sur toute l'étendue du territoire. Oui. Le régime quarantenaire l'a abandonné, l'a détruit. Et maintenant, les gens se retrouvent en ville. Ce n'est pas par le mirage de la ville que vous êtes en train de nous faire chanter. Vous croyez que quelqu'un... Mais le mirage de la ville est une réalité aussi. C'est une réalité, oui, mais on ne peut pas balayer ça. Scientifiquement, pouvez-vous vous imaginer... C'est aussi ça. Le mirage de la ville existe. Vous prenez un jeune qui fait de l'oignon culture à l'extrême nord. On cultive 2 fois par an l'oignon. Durant la saison pluvieuse et durant la saison sèche. Le jeune, sur 2 hectares, il se retrouve en une année avec plus de 8 millions. Quel est cet agent de l'État, hors échelle, qui peut avoir 8 millions en une année? Monsieur Messi, ça n'existe pas. Vous croyez que les gens qui de l'extrême nord pour venir ici pour la beauté du macadam que ils viennent alors pourquoi? Celui qui peut gagner 8 millions sur place, il vient pourquoi? L'État n'a pas accompagné. Tout à l'heure, le responsable du PCRM faisait savoir que son manioc pourrissait. Mais lui, il gagne déjà 8 millions. Ça veut dire que ça part ne pourrit pas. J'ai dit gagner. Oui. Et maintenant, le moyen de locomotion. Vous quittez Garoua pour Ngaoundéré. Ce n'est que 278 km. Lorsque j'étais étudiant, on quittait Ngaoundéré à 10 h. La prière de 18 h en tant que musulman me trouvait à Maroua. C'est environ 500 km. Mais maintenant, vous quittez Ngaoundéré pour Garoua. 278 km. Vous ne savez pas à quelle heure vous allez arriver. Je ne parle pas du cas là où on cultive davantage l'oignon et l'ail. De l'ail dans le Logone et Chari. Vous connaissez l'état de la route? Vous êtes là seulement à Yaoundé en train de parler. Le régime a abandonné cet aspect. Tant que le régime quarantenaire sera au pouvoir, les acquis qui restent encore, les bribes, parce qu'ils ont détruit tout, les bribes qui restent vont disparaître avant le mois d'octobre. Et c'est pour cela que nous avons intérêt, je ne parle même pas d'intérêt, c'est un devoir pour tous les compatriotes, y compris les autres Africains qui passent le temps à se moquer de nous. Le Cameroun, qui était la vitrine de plusieurs pays, on se retrouve à cause du régime quarantenaire un objet de colibé dans tous les domaines. Et vous venez nous parler de politique publique que vous ne maîtrisez pas? Vous êtes fâché?
Il ne maîtrise pas ça, je ne suis pas fâché. Il montre son ignorance. Non, on ne se fâche pas, on fait des propositions. On fait des propositions, c'est une causerie. C'est une causerie. Vous dites qu'il y a des gens qui produisent pour 2 millions, mais ils ne peuvent pas transporter. Il manque la route, les structures il n'y a pas des infrastructures les infrastructures de base manquent. S'il y a ces infrastructures de base-là, les acheteurs viendraient tranquillement les trouver. Et les gars seraient les gentlemen femmes, comme on en trouve dans certains pays. Ils se développent dans ces pays-là. Même aux États-Unis, monsieur Zé, même aux États-Unis, les milliardaires... C'est les fermiers qui font les affaires, voilà, qui développent les affaires. Mais en cas de crise, le gouvernement utilise la planche à billets pour accompagner ces acteurs. Parce que c'est le privé qui développe le pays. C'est lorsqu'il y a eu des difficultés, le gouvernement utilise. Mais en développant le pays par le privé, il y a un cap qu'on maintient. Et c'est ce cap qu'on parle de politique publique. Il y a tellement d'éléments qui entrent en jeu dans la définition d'une politique publique. Ce n'est pas une histoire de la Constitution, le chef de l'État définit la politique de la nation. Non, monsieur. Mais ça ne va pas changer. Le chef de l'État définira toujours la politique de la nation, même quand vous serez chef de l'État. C'est normal. Mais cette fois-ci, il faut qu'il y ait de véritables technocrates qui accompagnent le chef de l'État. Le chef de l'État n'est pas un dieu, permettez-moi l'expression, pour pouvoir être omnipotent ou omniscient, n'est-ce pas? Il doit se faire accompagner de véritables technocrates dans chaque domaine. Et ce sont ces technocrates qui vont l'aider à mettre en place une politique publique dans les secteurs prioritaires qu'il aura définis au préalable. Et qui pour vous devrait être quoi, secteur prioritaire? Je dis même si on est relativement au thème qu'on a choisi, le secteur prioritaire serait quoi? Il parlait de l'agriculture. Non, vous parlez de quoi? Moi, je vais parler pour montrer qu'il ne connaît même pas le pays. Non, parlez de propositions, oui. Il faut développer, rentrer dans le domaine agro-pastoral. Nous avons dans ce pays des États et des CRA, des écoles techniques d'agriculture et des centres régionaux d'agriculture. Vous avez même une autre série d'écoles développées par la Chambre d'agriculture. Dans chaque région, il y a beaucoup de... Oui. Mais nous avons laissé ces structures formationnelles en abandon. Avant, comment ça s'est passé? Pendant mon enfant, je vous ai dit que j'ai connu seulement le régime de Biya, de son Excellence Paul Biya. Il mérite tous les honneurs, je m'excuse pour ça, de son Excellence, Monsieur le chef de l'État. Avec l'assaut de coton, on venait les coques. Vous savez, lorsqu'on transforme, on enlève les fibres, il y a les grains, et les grains, on enlève, on extrait l'huile, qu'on appelle l'huile Djamao, qui signifie Aïdjo, le premier président, paix à son âme. Djamao, c'est l'or de Djamaré. Ah, d'accord. Oui, Djamao, ils ont contracté le département de Djamaré, donc l'huile là, le coton est devenu notre or. Comme, oui. Et jusqu'à date, depuis l'époque d'Aïdjo, c'est la seule société industrielle qui existe. Il y avait deux huiles. Il y avait Djamao et Abia, qui était l'huile d'arachide. Non, Abia n'a jamais existé à l'extrême nord. Je parle de Djamao. Sur des cotons. Oui, sur des cotons. Oui. Et dès qu'on passait, que faisait la sur des cotons? Avec leurs experts. Vous voyez, le secteur agricole travaille en partenariat avec le secteur de l'élevage, le Minépia. Ils passaient maison par maison pour enregistrer ceux qui ont du bétail. Le tourteau, lorsqu'on a extrait l'huile, il y a les coques, il y a le tourteau. On donnait gratuitement. Et là, vous avez fait allusion au commissaire agro-pastoral. Moi, j'étais petit. Ce que j'ai vu en 87, on était petits. On remettait les médailles à ceux qui avaient des animaux ou bien avaient produit beaucoup. Absolument. Mais maintenant, même étant agent de l'État, on dit si vous êtes fonctionnaire à partir de 12 ans d'ancienneté, pour ceux qui sont fonctionnaires, ils le savent, vous pouvez postuler. Mais il faut aller négocier pour avoir la médaille. La médaille. Oui. Pourtant, avant, ce n'était pas... La médaille du mérite agricole, sans être agriculteur. Avant, pourquoi on remettait... Avant, quand on vous disait que vous étiez un éleveur médaillé, un agriculteur médaillé, ça valait son pesant d'or. Vous étiez respecté.
Et c'est ça, j'ai parlé de devise, il a simplifié la compréhension. Et c'est ça qui permet à la collectivité et indirectement à l'État d'avoir des ressources financières. Tant que nous n'allons pas rentrer dans cette logique avec les infrastructures, ils auront beau cultiver les maniocs, ils auront beau cultiver peut-être le cacao, oui, même le cacao, mais ils auront des difficultés. Je connais bien la région du Sud. Voilà Evekam, à l'époque, qui raclait de temps en temps la route de Kribi pour Niété. Niété, oui. Moi, à moto. Par Wishma et tout ça. Oui. J'ai dit, sur la moto, pour arriver là-bas sous la pluie, j'ai eu tous les problèmes du monde. Et lorsque je demande aux responsables, parce que j'étais parti dans le cadre professionnel, ils disent qu'ils n'ont plus d'engin. Dans d'autres localités, la soie de coton, les routes comme vous avez parlé, la soie de coton avait des caterpillars. Ça permettait de désengorger les localités. Et toutes ces infrastructures portaient disparu. J'ai dit juste le maintien des acquis. Le régime, le représentant du régime 40 minutes. Qu'est-ce qu'il raconte là? Il a dit l'essentiel. Non, ça va. Il a dit l'essentiel. Il a dit l'essentiel. On est aux solutions. Je propose qu'on se souvienne de ce qui se passait avant. Et dans ce qui se passait avant, on a plein de messages suffisamment nostalgiques qui vous rappelaient comment les API de l'Est fonctionnaient et qu'il y a même moins de maisons tollées dans les villages de l'Est aujourd'hui qu'avant. C'est vrai. Parce qu'il y avait des crédits qui étaient accordés à ces producteurs-là, qui leur permettaient de construire, d'acheter les motos, les Vespa, les mobilettes et consorts. Il y avait Solex. Il y avait une animation dans ces villages avec ces structures qui ont disparu aujourd'hui. Il y en a qui évoquent même le PNVRA qui est arrivé à un moment donné et puis on ne sait même plus où ils sont passés ceux-là. Ça veut dire qu'il y a un ensemble d'activités totalement déstructurées dans nos communautés aujourd'hui qui amènent les gens à devenir oisifs en ville, parce qu'ils ne viennent même pas en sachant ce qu'ils viennent faire. Bien sûr. Vous répondez sur ces structures qui sont parties. Mohamed va réagir également. Est-ce qu'on peut revenir à cette vision qui permettait quand même à cette coopérative d'entretenir... c'est votre tour de parole? Oui. D'accord. Ah, celui qui est devenu modérateur. C'est un rappel. Non, j'ai peur. Est-ce que c'est interdit d'avoir peur? C'est mon tour de parole. Ce n'est pas interdit d'avoir peur. C'est sa majesté. C'est un chef. Parce qu'il a parlé avant. C'est un chef. Là, sur le plateau, majesté. Non, ça n'enlève pas ses attributs. Ça n'enlève pas ses attributs de chef. Oui. Alors, tous ces messages, c'est mon électeur, je le connais, peuvent amener, comme le président dit, que c'est vous qui avez laissé tomber toutes ces choses-là et aujourd'hui, il y a un résultat négatif. Je pense que nous ne devons pas être nostalgiques. La vie, c'est devant. La vie, c'est devant. L'État... Majesté. Oui, providentiel. C'est les Boléens qui chantaient comme ça. Oui. L'État a fait son temps avec ces trucs-là. Maintenant, le Cameroun a pris une autre orientation économique. Nous sommes désormais dans la décentralisation. Et c'est là où il a retrouvé tout son bon sens dans la vie. Oui, parce qu'avant, là, il était tellement aérien, tellement évanouissant, je me demandais que mon frère, qu'est-ce qui lui arrive? Parce que là, il a posé des problèmes. Nous sommes orientés aujourd'hui vers le développement local. Ça veut donc dire que chacun doit compter sur son expertise d'abord locale. Il a dit quelque chose d'important, c'est-à-dire que l'exode rural également handicape nos zones, nos villages, nos régions, des forces vives, de la main-d'œuvre. À peu près ce que l'esclavage a fait en Afrique il y a des centaines d'années. Vous le savez très bien. L'esclavage a dépouillé l'Afrique de sa main-d'œuvre, de ses hommes vaillants. C'est la même chose aujourd'hui avec ce développement local que nous voulons de tous nos voeux. Nous souhaitons, c'est pour ça que moi j'ai dit l'objectif ici, c'est que les gens ne doivent plus se déplacer pour la ville à partir de rien, juste parce qu'on espère qu'on va trouver une vie meilleure, comme Talandré Marie pensait. Et j'ai dit aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord qu'il faut un minimum au village, parce que les gens au village n'aspirent qu'à un mieux-être. Si vous avez l'électricité,
Vous avez la route, je devrais même commencer par là, et je suis d'accord avec lui. Le Cameroun connaît un véritable problème de route. Pour aller chez moi-même, la route, ça ne circule pas comme il se doit. La route, l'électricité, l'eau, les centres de santé, des écoles. Ces gens-là vont créer des attractions, vous l'avez dit, qui feront en sorte qu'ils viendront juste en ville pour faire des achats et rentrer au village. Ouvrir des commerces, ouvrir des lieux pour se divertir. Et tout cela, on va le voir, on va l'observer. Et parfois, c'est nous qui voudrions donc bien aller passer le week-end au village. Parce qu'on sait que les conditions de vie, l'ambiance qui règne n'est plus que comme on était des enfants. Au lieu qu'elles montent en ville, c'est plutôt nous qui irons au village pour partager ces moments de plaisir. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Et il a encore raison lorsqu'il dit qu'il y a encore des pesanteurs psychologiques. Lorsqu'il convoque la sorcellerie, on connaît des familles, on connaît des amis qui ne mettent pas pied dans leur village. Parce qu'ils vont vous dire que non, on a tué mon père là-bas, on n'y va plus. Parfois, quand on va, dès qu'on fait l'entraînement fini, on rentre très rapidement. C'est des blocages également. C'est pour cela que je lui réponds, comme il a convoqué tout à l'heure, les sociologues, qui doivent également produire leurs travaux là-dessus. Oui, quand je vous ai convoqué, Jean-Marc est là. C'est le seul même spécialiste au Cameroun en sociologie rurale. Il a produit suffisamment. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'État, l'Afrique des villages. Il y en a beaucoup. Quand l'État pénètre en brousse, la révolution paysanne, pour dire que la force et l'avenir du pays, de l'Afrique, c'est dans les villages. Il faut juste qu'on révèle leur conscience, que c'est eux, et que les autres viennent plutôt puiser. Et eux, ils deviennent donc comme des esclaves de ce qu'eux-mêmes devraient transformer. Les études sont là, les écrits sont là. Il suffit tout simplement qu'ils prennent conscience à partir d'une éducation de révolte qui fait en sorte qu'on n'ait plus envie d'aller. Mais pour cela donc, nous sommes d'accord que la décentralisation doit faire des merveilles. Et pour y parvenir, le spécialiste de la gestion est parvenu. Nous disons que l'État, qui a sorti beaucoup de lois sur le transfert des compétences et le transfert des ressources, que tout cela soit mis en application. Mais ce n'est pas tout. Le profil du maire. Parce que moi, j'en sais on est dans le profil du maire. Mais on a le profil du maire qui devrait donc être en mesure les ressources locales, de prendre en considération les besoins locaux et les transformer. Il ne devra pas seulement être là pour attendre les ressources, comme pour dire que les ministres ont pour gérer le budget de l'État et que c'est notre tour. Non! Il doit également transformer le milieu. L'exploitation de ceci, l'agriculture par là, tout ce qu'on a indiqué là. Les communes également devraient avoir leur source de recherche. L'agriculture devrait être initiée par les CTD. Beaucoup de choses. Tout ce qu'il évoque là. Je vous ai dit, la libération a fait en sorte que l'État n'achète plus les enjeux à son compte. Mais si les CTD peuvent prendre la relève et que la route qui est dans mon village, que monsieur le maire de la commune de Vengue, avec un plan de construction de routes locales, en 5 ans, puisse faire en sorte que toutes les routes soient ouvertes. Ça peut encore... Il y a un travail de mentalité qui est fondamental depuis un certain temps dans certaines structures comme la chambre d'agriculture. On n'appelle plus l'agriculteur comme un simple agriculteur. On l'appelle entrepreneur agricole pour ne serait-ce que lever le niveau de la considération, lui dire qu'il n'est pas dans l'agriculture parce qu'il a tout perdu, il a échoué partout, mais que c'est même lui qui porte le développement. Un entrepreneur. C'est pourquoi tout à l'heure, Jean-Jacques, je vous parlais de la question des symboles. Parce qu'on gouverne aussi avec les symboles. L'image qu'on projette le plus souvent de ceux qui vivent en zone rurale sont des images assez péjoratives. Suffisamment péjoratives, dégradantes, oui. Qu'il faudrait déconstruire aujourd'hui. Et c'est ça dans la mentalité. Et puisqu'on parle de déconstruction... Et l'agriculteur pense qu'il est le dernier. Vous allez me faire le reproche, je n'ai pas beaucoup évoqué d'autres régions. Et pourtant, d'autres viennent un peu à la région de l'Est Cameroun, où j'ai été il n'y a pas très longtemps. Il y a un mois, j'étais dans la région de l'Est Cameroun. J'ai parcouru un peu le Oignon et je me suis aperçu de ce que c'est la région la plus vaste et le département le plus vaste. Oui, avec 14 arrondissements. Avec 14 arrondissements, c'est 36 384 km². Mais allez-y voir la densité.
dans ce département, la densité est très C'est vite. faible. Il y a des bosquets de 7 km. On va me faire une maison. Vous ne voyez aucune maison. Oui. Et quand vous prenez une image comme celle-là, elle peut justifier le thème que nous avons aujourd'hui. Parce qu'on observe justement qu'avec tout ce qu'il y a comme richesse dans la région de l'Est, avec tout ce qu'il y a comme espace cultivable dans la région de l'Est, un département comme celui-là est totalement vide. Il n'y a personne. Même si vous venez aujourd'hui pour créer des usines, il faudrait encore aller à payer les gens en ville pour leur dire, écoutez, vous avez de la matière dans votre village. Il faut revenir au village. Donc, à côté de déconstruire des clichés, comme on l'a dit, des images péjoratives qu'on a de nos villages, il y a surtout la question de la création de richesses. Nous devons créer des richesses autour. Nous devons valoriser des gens qui font beaucoup d'efforts sans l'accompagnement de l'État. Combien de fois chez nous on a vu qu'on célèbre des gens qui investissent dans le domaine de l'agriculture? Dans très peu de cas, vous l'avez ironisé tout à l'heure, il y a des gens qui ont eu le mérite agricole sans fondamentalement être des agriculteurs. C'est des choses que nous ne devons pas accepter. Il faut aujourd'hui créer des politiques publiques susceptibles, non seulement de changer la vision que les gens ont du monde rural, que les gens ont de l'agriculture, mais surtout créer des conditions favorables pour encourager des personnes à pouvoir investir dans ce sens. Et vous qui êtes dans les médias et ceux qui font dans l'accompagnement des projets, on voit très peu de success stories qui sont présentés, qui sont valorisés. Moi, j'ai un camarade de 4e à Yokadouma. Vous imaginez, vous arrivez à Yokadouma, vous jouez la star, parce que c'est vous qui regardez la télé, et tout le monde vient vous saluer, et puis vous saluez, dit, ah, tu ne te souviens plus de moi, c'est moi, ton camarade de 4e, je m'appelle tel, un frère de l'Ouest. Il me dit, tu es toujours à Yokadouma? Il dit, oui, la camionnette qui est là, c'est pour moi, celle qui est là, c'est pour moi, l'autre là, c'est pour moi. On t'a logé? Non, pas encore. Il dit, j'ai les meublés. Et depuis que vous êtes parti là, moi, je suis resté, et je suis devenu le roi du port à Yokadouma. Parce que j'élève le port, mais c'est des success stories qu'on ne présente pas, malheureusement. En tout cas, nous, on a pris sur nous, depuis un peu plus d'un mois, de présenter quelques success stories dans plusieurs domaines. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous étions dans la région de l'Est, où là-bas, on a travaillé, on a fait tout un documentaire sur une dame originaire de la région de l'Ouest Cameroun qui s'y est investie depuis beaucoup d'années. Ça fait un peu plus de 20 ans qu'elle est là-bas. Elle a été acceptée dans la région de l'Est au départ par Alliance. D'intégration. Et finalement par conviction. Elle exerce dans un domaine pratiquement réservé aux hommes, le domaine du bois, dans lequel elle a un investissement qui est indescriptible. Voilà des choses comme ça que nous essayons au niveau de la gouvernance locale et du développement de présenter aux jeunes comme étant des success stories que vous pouvez essayer de suivre. Mais quand on parle de décentralisation, c'est deux choses fondamentales, Jean-Jacques. C'est pas trois. Première chose, transfert de ressources. Deuxième chose, transfert de compétences. Il y a un principe sacré en décentralisation. De compétences et ensuite les ressources. Maintenant, il y a un principe sacré en décentralisation qui parle du principe de concomitance. Ça veut dire qu'il faudrait qu'en même temps que les ressources sont transférées, les compétences sont transférées, qu'on accompagne cela du transfert également des moyens. Sauf que nous, on se rend compte. Les gens, et Majesté Émile Messi semble évoquer un débat qui pullule parfois d'ailleurs quand on parle de la décentralisation. Les gens qui disent le profil du maire, les compétences sont insuffisantes aujourd'hui pour accompagner les municipalités. Moi, je réponds par l'affirmative. Oui, nous en sommes des produits. Nous sommes la première promotion des journalistes ou communicateurs formés comme experts des questions de gouvernance locale et développement. C'est pourquoi nous avons créé notre projet autour de cela. Et vous n'oubliez pas qu'il y a une école qu'on appelle le CEFA, qui est dans la région du sud-ouest, qui forme les secrétaires généraux, qui forment également les receveurs municipaux. Mais il y a eu un débat pendant la formation Jean-Jacques. Très bêtement, on n'a plus de temps. Il y a eu un débat sur justement le profil et l'éducation et le niveau scolaire du maire, où nous on a découvert, pour le déplorer, qu'il n'était même pas obligatoire que le maire ait le CEP. Nous, on était perdus. On n'a pas un profil de compétence. On n'exige même pas que le maire ait le CEP. Non. On nous a dit que non, dans l'esprit de la loi, il suffit d'être le mec qui est le plus être voté au village, qui est le plus... Et quand on vote. C'est tout. Celui qui dit le oui. 10 secondes, s'il vous plaît. Parce que moi, je parlais donc du profil de compétence. Vraiment, 10 secondes, parce que là, il y a quelqu'un qui n'a pas encore la parole pour la sortie. Une situation, tout à l'heure, on a parlé du cas de l'Est. Il y a beaucoup... Nous avons des terres arables là-bas, mais il n'y a pas assez... d'hommes, de personnes pour travailler. C'est la même situation qu'a connue la région du Nord, Garoua. Mais il y avait un projet ici, peu de personnes savent. Le projet NEP, Nord-Est Benue. En 1985, on a délocalisé la surpopulation de l'extrême nord. Le long, dès que vous traversez le pont de la Benue, jusqu'à la montée de la falaise au niveau de Ouak. Vous allez voir des villages bis de l'extrême nord.
Et c'est cette population de l'extrême nord qui est venue développer la zone. On peut reproduire la même chose. Et la décentralisation ne signifie pas, a fortiori, chacun doit rester chez soi. Lui, pas du tout. Pas du tout. Voilà. Alors, on sort de là, on est dans la rubrique des solutions, après avoir constaté justement que la plupart des structures qui fixaient nos populations dans leur localité, ces structures-là se sont évanouies et que c'est un problème aujourd'hui. Quelqu'un nous dit qu'aujourd'hui, village enclavé, manque de routes, moquerie permanente des populations villageoises lors des campagnes politiques, notamment du RDPC, le parti de mon voisin, qui excelle dans la démagogie, sont là quelques clichés sombres qui favorisent l'exode rural comme solution, que nos gouvernants fassent une gouvernance de proximité et respectent ces fameux engagements auprès des pauvres populations rurales. Ernest Zambo, il est journaliste, il envoie son message. Je tenais quand même à partager cela pour le saluer sur la rubrique des solutions. Oui, Jean-Jacques, c'est très simple. Et voici notre proposition. Il faut déjà une décentralisation véritable, à l'image d'une fédération. Mais seulement, qu'est-ce qu'on décentralise? En ce moment, nous avons 10 régions qui ne veulent rien dire. C'est vraiment de la colonisation. Nous préférons nous fixer sur les départements et en mixant certains départements qui sont en principe affinitaires, nous avons environ 30 départements qui deviennent des régions. Mais les communes restent exactement telles quelles. Il est question pour nous d'engager une véritable politique infrastructurelle. Vous allez certainement demander où est-ce qu'on va prendre de l'argent. C'est très simple. Dès le départ, c'est-à-dire en octobre, nous avons gagné. C'est simple qu'on est pas aux affaires. En octobre, rapidement, PCN, vous savez que vous êtes en campagne, rapidement. Juste en campagne. Nous dire comment est-ce que nous avons implémenté, c'est très simple. Parce que tout à l'heure, quelqu'un a dit l'agriculture, on prend l'argent où? On prend l'argent où? C'est très simple, hein? Vraiment très simple. Il faut comprendre que on ne peut pas produire, quand j'ai pris l'exemple de Mengan, s'il y avait une usine de transformation du manioc à Mengan, soit en farine, panifiable, soit en gari, je vous assure, c'est Yaoundé qui quitterait pour aller au comptoir de Mengan. Directement, la commune de Mengan percevrait assez de subsides pour le développement de sa communauté. Il est donc question, pour le logement, je vais aller très rapidement, pour le logement... Vous avez vu que le rédacteur nous fait les grands signes, on n'a plus le temps, le logement et autres, on aura le temps d'accueillir comme d'habitude le PCRN lorsque la campagne électorale sera ouverte, vous aurez un peu plus de temps. C'est pas du tout la campagne, nous disons ce que nous avons travaillé, c'est les solutions que nous avons en main, et après... des jeux d'essai. J'avoue qu'on vous a invité au pied levé, vous sortiez du terrain. Tous les responsables du PCN nous ont dit que vous êtes en train de travailler justement sur ces questions-là. C'est pour ça qu'on vous dit merci d'avoir trouvé un peu de temps pour venir échanger avec nous. Merci à vous, monsieur. Mohamed, bon courage pour célébrer le mérite avec votre groupe de médias. Merci. On dit merci à tous ceux qui ont regardé. Rendez-vous demain. Et demain, nous parlerons de la course des candidats pour avoir les fonds nécessaires à la campagne électorale. C'est le moment. Ils sont pressés ou ils sont en retard? Comment organiser tout cela? Ce sera demain, 17h. Merci d'être fidèle au programme d'Info TV.